À tous. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Et pour beaucoup d'ailleurs qui ont la chance de faire le pont de l'Ascension, ce qui laisse l'occasion peut-être de profiter un peu de la famille. Jusque 18h au programme dans cette émission, le zapping bien entendu, le quiz en fin d'émission, la belle histoire qu'on va retrouver non pas une fois mais deux fois aujourd'hui avec une chronique surprise à 17h. Notre invitée, elle s'appelle Lova Rinel, elle sera avec nous dans un instant. Les candidates aux législatives dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis pour le groupe Renaissance. Elle sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2. Nous parlerons de la NUPS qui est, alors je sais pas d'ailleurs toujours pas si on dit NUPS, NUPES, je sais pas quoi. En tout cas, elle est en tête des sondages. Est-ce que pour autant ça inquiète la Macronie? On rappelle quand même que c'était en 2017 où Emmanuel Macron, je crois, avec La République En Marche, avait fait 31%, ce qui lui avait permis d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Là, on a vu des sondages où la NUP monte jusqu'à 30%. Alors on essaiera de comprendre un petit peu la difficulté et les enjeux de cette élection aussi, le rappel bien utile. Et puis nous parlerons aussi de l'inquiétude de la Chine face aux déclarations considéré par la Chine, va-t-en-guerre du président Biden. On en reparle dans quelques minutes même pour commencer dans cette émission sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF avec évidemment vos appels au 01 40 33 9000 pour venir nous rejoindre à n'importe quel moment dans cette émission. Vous avez la priorité, la parole. 01 40 33 9000, c'est parti pour le LGF. Le Grand Forum, Christophe Fraud sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Il est là avec nous, il a été là d'ailleurs pendant 15 jours, la belle histoire. Mam, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Christophe. Comment ça va, Mam? Bah écoute, ça va très très bien, alhamdoulilah. Je suis d'ores et déjà navré de vous quitter ce soir, après 15 jours de bonnes vibes, franchement. Ouais, et mercredi, t'étais en forme, hein. Ah ben mercredi, il fallait, mais je pense que comme tous les jours, je suis en forme, alhamdoulilah. Absolument. Et donc c'est pas une, mais deux. Alors deux chroniques. La première, qui est une grosse surprise, une grosse surprise, je n'en dis pas plus. Et une seconde qui va s'appeler, on est entre deux titres. Soit sur le pont d'Ascension, soit une journée sur France Maghreb 2. Alors je vous explique, on va essayer, sous le trait bien évidemment de l'actualité que va traiter le LGF, à traiter une journée sur France Maghreb 2, une journée type sur France Maghreb 2, vous verrez, c'est très drôle. J'imagine. Farid Tabsamani, l'intelligence économique, mais pas que, enseignant également. Bonjour Farid. Salut Christophe, salut même, salut à tous, salut les auditeurs. Comment ça va Farid? Ça va, tout va bien. Tu fais pas le pont? Non, j'ai pas le temps de le faire. Ouais, voilà. J'aurais bien aimé, mais cette fois-ci, je peux pas le faire. Bon, alors on va entamer notre premier sujet. Tarek Mami qui devrait aussi nous rejoindre, comme chaque vendredi, bien sûr, sur France Maghreb 2, par cette déclaration de Biden à l'encontre de la Chine à propos de la prise ou pas de Taïwan. Et voici que l'ambassadeur de Chine en France était l'invité d'Europe 1. Voici ce qu'il a dit ce matin. On n'a pas l'intention de remplacer l'ordre actuel du monde. Entre la Chine et la Russie, nous avons un partenariat stratégique très solide. Et tout le monde le sait. Et cela est dans l'intérêt des deux pays. À vrai dire, on peut voir maintenant les États-Unis et leurs alliés occidentaux pratiquent une stratégie d'endiguement ou bien de contenir la Russie et aussi la Chine. Les Américains ont déclaré ouvertement leur cible stratégique du premier plan, c'est la Chine. Oui, récemment, le président américain Biden a fait un voyage en Asie. Oui, son but est très clair. Mais pourquoi a-t-il dit ça? Précisons les choses à nos auditeurs. Monsieur l'ambassadeur, sur fond de guerre en Ukraine, Joe Biden a prévenu que les États-Unis étaient prêts à utiliser leurs moyens militaires si
Pékin envahissait l'île autonome de Taïwan. La Chine, vous avez dénoncé cette mise en garde, parlant de conséquences irrémédiables. Mais c'est qu'il y a une crainte justement d'un envahissement de votre part. C'est pour cela qu'il y a eu cette mise en garde américaine. Oui, nous sommes très inquiets de cette parole va-t-en-guerre de la part américaine. Voilà, très inquiet, nous dit l'ambassadeur de Chine en France, très inquiet de la parole va-t-en-guerre du président Biden, président américain. C'est ces propos donc qu'il a tenus ce matin chez nos confrères de Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk, d'où notre premier débat justement pour essayer de comprendre bien entendu ce qui se passe. C'est justement ce pourquoi la Chine est inquiète vis-à-vis de cette déclaration va-t-en-guerre de Joe Biden, le président américain. Tarek Mami qui arrive à l'instant dans les studios, que l'on salue évidemment comme chaque vendredi. Tarek Mami, bonjour. Bonjour cher Christophe, bonjour la belle histoire. Merci. Bonjour cher Farid. Bonjour cher. Et bonjour bien sûr à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. Bonjour Alors, Christophe Pro. Bonjour. Alors les déclarations va-t-en-guerre, en tout cas ce que qualifié donc à l'instant par l'ambassadeur de Chine que l'on vient d'écouter un instant chez nos confrères d'Europe 1 ce matin, inquiètent la Chine. Les déclarations va-t-en-guerre de Joe Biden. Farid. Oui. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet quand on est la Chine aujourd'hui face à cette menace états-unienne quant à une éventuelle prise de Taïwan? Bon, c'est toujours désagréable d'être pointé du doigt par la première puissance économique, puissance tout court mondiale de la planète. Être inquiet, je ne pense pas. Les Chinois savent très bien jouer avec tout ça. Il faut remettre les choses en perspective. Les États-Unis d'Amérique ont toujours eu, dans leur histoire, toujours affiché un ennemi... on va dire, pour leur politique intérieure. Longtemps, ça a été la Russie. L'URSS. L'URSS, pardonnez-moi, effectivement, merci de me reprendre. Là, c'est la Chine. C'est la Chine, c'est pas nouveau. La Chine a des ambitions, à juste titre, qui, en 2049, doit être, elle, la première puissance mondiale à la place des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est quelque chose, c'est un jeu de leadership, comme il peut s'en passer un peu partout. Les États-Unis, comme les Chinois, ont leurs propres alliés, leur propre agenda. Je rappelle que cette déclaration, si je ne dis pas de bêtises, est à la suite de la visite, notamment au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Corée du Sud, Japon. Voilà, donc c'est tout à fait logique. C'est pour rassurer les alliés de la région. Ça me paraît tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal que la Chine puisse effectivement répondre. Pour moi, en tout cas, ça n'est absolument pas une surprise. Oui, alors une réponse militaire à une éventuelle prise de Taïwan par la Chine, Tarek Mami, la Chine est inquiète. C'est ce qu'elle a fait savoir par le biais de son ambassadeur en France ce matin chez nos confrères d'Europe 1. D'abord, j'espère qu'il n'y aura pas de confrontation militaire. Ensuite, je voudrais conseiller, moi, Tarek Mami, ici sur France Maghreb 2, au président américain, 2 livres à lire. Le premier, c'est celui d'Ibn Khaldoun, le fameux, sur les cycles de l'histoire des empires, naissance, puissance, début de déclin. D'ailleurs, tout à l'heure, en travaillant sur d'autres dossiers, je regardais Arte, et je regardais, vers 13h, c'était, j'allais dire, les éléments qui ont amené à la chute de l'Empire romain. Je dis, bon, ça c'est le genre de choses que les puissants des jours devraient regarder. Et le deuxième livre, avec son complément, c'est le livre comment il s'appelle alors, j'arrive jamais à prononcer son nom polonais, Zbigniew Brzezinski, qui dit clairement que les États-Unis ne peuvent pas avoir 2 ennemis à la fois. Il les cite, la Russie d'aujourd'hui de Poutine et la Chine, et Kissinger vient de dire la même chose à Davos. Donc c'est une erreur géostratégique que les Américains voudraient avoir 2 fers au feu. Et Biden, par contre, lui, il est en roue libre. Et d'ailleurs, suite à cette déclaration, cher Christophe, il y a eu un démenti, un amortissement de sa phrase par la Maison-Blanche à 3 reprises pour dire qu'il n'est pas question d'aller dans une guerre contre la Chine pour Taïwan. Ultime information pour les auditeurs de France Maghreb 2, c'est que Taïwan fait historiquement et politiquement et en accord avec les Anglais qui l'ont occupé, partie de la Chine.
toute proportion gardée, c'est comme si, j'allais dire, la Corse se retrouvait dans une situation d'occupation par une armée étrangère qui s'est retirée, et que la France dit la Corse appartient à la France, et donc on finira par trouver une solution. Et donc c'est un mauvais procès que le président américain fait. Je ne pense pas, et j'espère pas, qu'on arrive jusqu'à la guerre. Mais s'ils arriveraient avec la guerre, si la Russie n'est pas la Syrie ou l'Irak, la Chine n'est pas la Russie. Donc, Oui, alors Farid, on se demandait quand il y a eu l'invasion en Ukraine, que la Chine en profiterait pour reprendre Taïwan. Il n'en est rien pour l'instant. Pour l'instant, il n'en est rien. Être une puissance, c'est être une puissance sur plusieurs points. Et si on prend uniquement sur cet aspect purement militaire, à l'heure où on parle en tout cas, il n'y a pas photo. Il y a une puissance sur la planète qui est au-dessus de tout le monde, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Les Chinois essayent de rattraper leur retard, mais pour l'instant, il ne l'est pas encore. L'invasion de Taïwan, d'un point de vue purement physique et géographique, c'est pas grand-chose en réalité. Est-ce qu'on dirait invasion? Oui, en tout cas, la récupération, l'invasion, peu importe comment on se place, mais, l'action physique, la reprise de Taïwan, l'action physique de s'insérer dans ce territoire-là qui aujourd'hui est indépendant, effectivement, physiquement parlant, c'est pas quelque chose de très lourd. La conséquence, c'est plutôt les conséquences qu'ils peuvent avoir dans la région. C'est pour ça que la Chine fait très attention malgré tout. Moi, je pense que la Chine, c'est pas sur Taïwan qu'elle va tenter le coup, et c'est pas sur ce territoire-là qu'elle va essayer de jouer avec les États-Unis. Il y a en mer de Chine, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de cette partie de l'Asie, il y a en mer de Chine ce qu'on appelle les îles de mer de Chine. Ces territoires-là, en fait, sont disputés entre la Chine et le Japon depuis maintenant pas mal d'années, pas mal de décennies. Ouais. Le vrai combat, il est ici, parce que très souvent, il y a des intimidations de part et d'autre. Et on a parlé tout à l'heure, pourquoi de la tournée des Américains dans la région, c'est que les Américains ont ce qu'on appelle des alliés stratégiques, avec des accords de défense, un peu comme l'OTAN. C'est un peu ça, mais c'est des accords de défense. Ça veut dire que, mécaniquement parlant, lorsque le Japon est attaqué par X ou Y, il y a une réaction de l'allié qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Je fais très court. Si la France demain était attaquée, je dis une bêtise, par la République qui n'existe pas de mer de la Manche, pas façon de parler, eh bien les États-Unis d'Amérique, mécaniquement, interviendraient pour soutenir la France en cas de besoin. Par l'article 5 de l'OTAN, alors que de l'autre côté, ce sont des accords bilatéraux. C'est plus difficile. Non, il n'y a pas l'OTAN en Asie, mais il y a l'équivalent. Les accords bilatéraux entre le Japon et les États-Unis sont encore plus lourds que l'OTAN, en fait. C'est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, on parle du Japon, mais il n'y a pas que le Japon, il y a des tas de pays de la région. Il y a le Japon, en gros, et la Corée du Sud. Voilà. Et pour ceux qui connaissent, le Japon a été un des pays vaincus lors de la Seconde Guerre mondiale. Deux petites bombes nucléaires par les Américains. Et la seule fois, effectivement, où un pays, d'ailleurs, c'est bien de revenir. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'histoire. Oui, moi aussi. La seule fois où un pays a utilisé de l'arme atomique, contrairement à ce que les gens pensent, c'est les États-Unis d'Amérique. Et à 2 reprises en quelques jours. Et voilà, sur le Japon. Je pense qu'ils sont morts de tellement les doigts qu'ils ont développé le Japon, qu'ils ont poussé au développement du Japon. Donc alors là, du coup, ça, c'est la puissance économique qui fait. Et l'équivalent, c'est la Corée du Sud. Pour ceux qui connaissent un peu la Corée du Sud, je prends toujours cet exemple-là. Ouais. La Corée du Sud était aussi pauvre que... Dans les années 60. Dans les années 60 que le Maroc, voire même plus pauvre que le Maroc ou le Sénégal ou l'Espagne. Aujourd'hui, c'est une véritable puissance industrielle parce qu'elle a bénéficié de ce qu'on appelle la théorie du battement d'aile en économie des États-Unis d'Amérique. Mais ça, c'est un autre débat. J'arrête parce que je fais un long tunnel là. Ouais. Mais c'est Biden passionnant. peut-il se permettre comme ça d'ouvrir plusieurs fronts? C'est ça le truc. On le sait avec des déclarations extrêmement va-t-en-guerre vis-à-vis de la Russie et de Poutine. Mais Christophe, je ne sais pas si tu te souviens de Trump. Trump le faisait régulièrement. Oui, mais sauf comme Trump s'est retiré de certains endroits. J'ai oublié. Non. Et il n'a pas lancé une guerre effective. Il a fait la guerre, pour moi, symbolique et politique de la reconnaissance de Jérusalem et tout ça. Mais il n'a pas envoyé l'armée. Alors que là, on voit l'armée américaine envoyer les armes en Ukraine. Objectivement parlant, enfin, quand on regarde la carte de la planète et les bases américaines sur la planète, bon, pour moi, ils sont quasiment partout. Y a pas, pour moi, ça change pas grand-chose, si vous voulez. Trump, pour moi, faisait de la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont un ennemi commun
en vérité, c'est un faux ennemi qui s'appelle la Chine, parce que les États-Unis ont besoin de la Chine et la Chine a besoin des États-Unis. Contrairement à ce que l'ambassadeur dit à Europe 1 ce matin, le premier allié des Chinois, en fait, c'est les États-Unis d'Amérique. Sans les États-Unis d'Amérique, les Chinois, en fait, ne peuvent pas survivre. Je vais très loin dans ce que je dis là, je pourrais l'expliquer, mais globalement, c'est ça. Ça va très bien que ça pour l'instant, en 2022, je dis bien en 2022. C'est un point de vue que je ne partage pas. Non, mais bon, pour une raison très simple. Ouais. C'est que la population chinoise fait 1,3 milliard d'habitants. Ouais. Donc, c'est une population à qui il faut donner à manger, oui. pour faire très court. C'est un pays qui a changé radicalement de philosophie, qui s'est réouvert sur le monde. Il faut comprendre l'histoire de Chine. C'est toujours pareil. C'est qu'il faut bien revenir à l'histoire de Chine. L'empire du milieu, comme on dit, en fait, pendant très longtemps, était à l'extérieur. C'était une des premières bases militaires navales de la planète. Et d'un coup, ayant compris qu'ils ne feraient pas le point, ils se sont complètement renfermés sur eux, volontairement, en disant « le jour où on repartira, c'est le jour où on aura les moyens de le faire ». Alors moi j'ai une question, Farid et Tarek, à laquelle vous répondrez dans un instant, et on accueillera aussi Alice qui nous attend au 01 40 33 9000. Est-ce que finalement... il n'y a pas un peu de cinéma entre trois acteurs, Russie, Chine et États-Unis, qui se sont en train finalement de se disputer un petit peu une espèce comment dirais-je, de domination quelque part, et on se redistribue un petit peu les cartes. On en reparle dans un instant, ne bougez pas. Le LGF, merci d'être avec nous en direct, votre émission de référence en ce vendredi de pont. Beaucoup de monde d'ailleurs sont partis en week-end. On dit qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, que les Français n'y arrivent plus, mais ça y va. Et ils n'aiment pas Macron, mais ils votent pour Macron. Ça, je sais pas. Ça vous appartient. Pas la majorité, quand même. Non, mais pas ça, la majorité, ça se saurait. Ça, c'est de la provoque. Hein. Oui. Alors, on parlait de Biden et de ses déclarations un peu va-t-en-guerre vis-à-vis de la Chine. Messieurs, sur ma réflexion, à savoir, est-ce que finalement ces trois acteurs que sont la Chine, la Russie et les États-Unis sont pas en train de faire un peu de cinéma pour essayer de se partager un petit peu une espèce de domination? Qu'est-ce que vous en pensez, Farid? Cinéma, non. Concurrence réelle pour devenir la plus grande puissance comme dans toute l'histoire de l'humanité, certainement. Et derrière, donc, j'allais dire, hier, la force des empires, c'était d'abord et surtout l'armée. Les armées. Ensuite, depuis le repli que nous avons dit, parce que maintenant je le qualifie de repli, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui, avec la guerre froide, c'était l'armée en position, mais surtout l'économie qui domine, et pour les Américains, c'est le dollar. Et aujourd'hui, on arrive à un autre cycle où le dollar qui domine donc le marché international, donc le commerce, donc l'économie, est en train non pas de s'effondrer et de reculer. Et donc, pour moi, ce n'est pas du cinéma, c'est une, j'allais dire, lutte légitime entre ceux qui pensent qu'ils peuvent prétendre à l'Empire ou qu'aujourd'hui, ils méritent d'être la première puissance. Tu partages, Farid? Je partage en partie. Je nuancerai sur quelques points. En fait, le roi de la nuance, Farid. Non, mais de tout temps, en fait, la notion de puissance de tout temps n'a pas été que militaire. Non, mais c'est pour elle ça a que d'abord été économique et militaire. Elle était d'abord militaire et derrière économique. Oui, mais militaire, c'est parce qu'il y a une économie. S'il n'y a pas d'économie, il ne peut pas y avoir Rome n'avait pas d'économie à l'échelle de sa militaire, de son service, de sa force militaire. Et la Grèce non plus. La Grèce avait plutôt la culture et le militaire. Après, l'économie s'installe. En tout cas, ce qui est la sûr, fameuse théorie d'ailleurs d'une école américaine, c'est pas Harvard mais une autre, qui dans les années 60 avait mis en place une réflexion, est-ce que c'est l'économique qui donc entraîne le reste ou l'inverse? Dans mes études et dans mes réflexions et dans ce que je lis, il y a, pour avoir ce qu'on appelle être une puissance complète, il faut cumuler plusieurs puissances. Oui. C'est-à-dire, bien sûr, la puissance militaire, bien sûr, la puissance économique, la puissance financière, la puissance diplomatique également, et la puissance monétaire. Oui. Monétaire et financière et économique, ce n'est pas la même chose, précisément. Aujourd'hui, parce que, effectivement, la Seconde Guerre mondiale et surtout l'avènement du dollar comme puissance des échanges indiscutable. Et surtout, donc, le fait qu'il ne soit plus, j'allais dire, corrélé à l'or. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qui a permis aux États-Unis d'être ce qu'on appelle une puissance complète. Oui. À l'heure où on parle, il n'existe personne de manière sérieuse qui puisse les renverser de ce point de vue-là. Même quand vous dites la chute du dollar,
Le recul, j'ai dit. Le recul, ouais, voilà, bon. J'ai dit que je n'utiliserai pas aujourd'hui, le mot chute, mais plutôt le mot aujourd'hui, recul. c'est 75% des échanges mondiaux, à peu près. Et il était à 90 en 73. Voilà, 90-173 pour une raison très simple, c'est que l'énergie, et notamment le pétrole et le gaz, sont libellés en dollars, donc du coup c'était un peu plus facile. Il y a aujourd'hui, d'ailleurs, nous en Europe, on a construit l'euro, c'est aussi pour ça, pour faire diminuer l'hégémonie américaine. Maintenant, les deux concurrents sérieux, pour revenir à la question de Christophe, Christophe, tu as complètement raison, en réalité se disputent ce qu'on appelle le leadership mondial. Tout simplement, il y a un ordre mondial qui s'est installé globalement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et globalement il est remis en cause, non pas par la Russie parce qu'elle n'a pas les moyens de le remettre en cause, par contre de manière sérieuse par la Chine. Ça c'est une évidence. Pourquoi ? Parce que la Chine est devenue la première puissance économique mondiale, ça c'est avéré, mais elle n'a pas encore le poids des autres éléments de la puissance qu'ont les États-Unis. Notamment la monnaie. Notamment la monnaie. Si on dit aux auditeurs de France Maghreb 2 quelle est la monnaie chinoise, voilà. Il y en a peut-être 1 sur 5 qui va se... Ça se travaille, tout ceci se travaille. Mais si on revient sur les choses purement factuelles, c'est-à-dire, enfin, tout est factuel, mais sur les choses où les gens peuvent s'apercevoir. La puissance purement militaire, par exemple. La Chine est très très loin des États-Unis d'Amérique, objectivement parlant. Et pourtant, c'est pas un petit pays, pourtant elle a les moyens de le faire. Elle essaye de rattraper son retard de manière exponentielle, objectivement parlant. Elle a une industrie militaire, mais elle n'a pas encore les moyens que les États-Unis ont. Je vais donner un seul exemple. Et pourquoi tout à l'heure je disais que les États-Unis, finalement, ce sont des alliés des Chinois. C'est que tout à l'heure, avant la coupure, Christophe, je disais que la Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants, globalement. 1,3 milliard d'habitants qu'il faut nourrir. C'est pas une bêtise, hein. Nourrir... la Chine n'a pas les moyens de les nourrir uniquement avec son propre territoire, qui est pourtant immense. Donc la Chine mais il n'est pas aussi riche que le territoire ukrainien ou russe, par exemple. Ou américain. Oui. Donc du coup, on fait quoi ? On fait appel à des ressources étrangères. Moi qui travaille extérieures, notamment moi qui travaille sur le continent, en partie sur des éléments du continent africain, la Chine est un des premiers acheteurs des ressources rares du continent africain. Parmi ces ressources, il y a ce qu'on appelle le pétrole. Bon, pour faire très court. Or, vous l'avez compris, que quand on achète du pétrole en Afrique, entre l'Afrique et la Chine, il y a quand même pas mal de milliers de kilomètres. Ouais. Donc du coup, il faut les acheminer. On les achemine par le moyen aujourd'hui le plus simple et le plus basique, c'est les bateaux, qui s'appelle les tankers. Voilà, le bateau classique, etc. Sauf que sur la planète, en fait, pour acheminer des lignes maritimes, en fait, vous avez besoin de sécurité. Et aujourd'hui, la sécurité de tous ces acheminements sont réalisés par les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Parce que les États-Unis d'Amérique ont des bases militaires un peu partout qui leur permettent d'assurer pour eux d'abord, parce que la vérité c'est d'abord pour eux, et ensuite de déléguer aux Européens et aux Chinois et à d'autres justement cette sécurité. Je terminerai juste une chose là-dessus. Les Chinois ont commencé un peu à bouger, parce qu'ils ont pour la première fois implanté une base militaire à Djibouti. Djibouti qui était un élément central. C'est un carrefour. C'est un carrefour, effectivement, parce qu'on remonte en direction de Suez par Djibouti. Le jour où vous allez avoir une base militaire dans le Golfe, et notamment, contrairement à ce que les gens pensent, non pas en Iran, c'est pas en Iran que ça va se faire, ça va plutôt se faire des Émirats, soit au Qatar, soit aux Émirats, soit en Arabie Saoudite, et à mon avis, ça sera plutôt l'Arabie Saoudite. Le jour où vous avez la Chine qui s'installe physiquement avec une base militaire là-dessus, là, vous pourrez dire... effectivement, il bascule dans une autre logique, c'est-à-dire d'avoir éventuellement la logique de la puissance. Mais je terminerai juste sur un élément, Christophe, c'est des choses qui sont tout à fait publiques. La Chine a un calendrier. Oui. Contrairement à ce que les gens pensent, en fait, ce sont des gens qui sont particulièrement brillants. Ils ont un calendrier qui est 2049. C'est eux qui ont inventé le fameux boulet, ou comment on appelle Exactement. Ça. Qui compte. Et le calendrier chinois, c'est 2049. C'est écrit noir sur blanc. C'est en 2049. La Chine doit être la première puissance mondiale sur la planète. Alors, on va accueillir Alice qui est avec nous au standard 01 40 33 9000. Bonjour Alice. Oui, bonjour Christophe, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, moi je suis quand même ébahi par ce que j'entends de cette brillante analyse géopolitique. Écoutez, moi je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'on est dorénavant dans un monde... multipolaire, puisque nous assistons à des événements historiques, à un moment de bascule historique, et on peut dire sans se tromper que les États-Unis ne sont plus hyperpuissants aujourd'hui. Donc il y a effectivement ce qui se passe en Ukraine qui était absolument inévitable, puisque les stratèges américains depuis
fort longtemps avait prévu qu'il y aurait des tensions en Ukraine. Et si on analyse de façon détaillée tout ce qui s'est passé depuis 2014, on s'aperçoit que finalement l'intervention russe en Ukraine était absolument inévitable. Sinon, c'en était fini de l'empire. Voire plus, les États-Unis ont poussé à cette intervention. Ah oui, ils ont poussé. Oui, tout à fait. Complètement. Les Russes sont tombés dans le panneau même. Alors, juste pour vous couper pendant... À mon avis, donc il y a à cela une panne économique qui est absolument téléguidée, puisque aujourd'hui il y a une crise liée à la plus-value et à la marge au bénéfice des entreprises. Donc il y a aujourd'hui une volonté de changer de modèle économique, puisqu'il y a des pans entiers de l'activité humaine qui ne sert plus à certains oligarques, et par conséquent on essaie de faire basculer vers un autre modèle économique lié à la numérisation, etc. Et donc on a eu déjà un aperçu avec justement, je vous laisse terminer parce que je voulais couper 2 fois, mais je le laisse continuer son analyse. Oui, on a déjà eu un petit aperçu avec la période du Covid. On a assisté à un transfert de richesse de l'économie réelle, si je puis dire, les commerçants, les petits commerçants, etc., vers l'économie numérique. Et je pense que cela va s'accentuer dans les mois, les années qui viennent. Je crois qu'on va vivre vraiment des périodes d'instabilité, mais en même temps, c'est absolument passionnant ce qui se passe. Nous vivons une époque de dévoilement et de profonde rupture avec le passé. Considérer aujourd'hui les États-Unis comme étant encore une hyperpuissance, c'est commettre une grave erreur, et c'est encore commettre une plus grave erreur que de penser que l'Europe a été créée, entre guillemets, afin de contrebalancer la puissance américaine, puisque celle-ci a été, depuis le départ, construite par des atlantistes invétérés, tels que Jean Monnet et d'autres, et on voit aujourd'hui les Américains... Je termine sur ce point. On sait aujourd'hui que les Américains sont prêts à faire la guerre en Ukraine jusqu'au dernier Européen, puisque ce sont les Européens qui vont payer l'addition finalement. Alors, Anis, il y a 2 choses. La deuxième, qui est la plus, j'allais dire, simple, cher Farid, ici, a dit que les Européens ont créé l'euro pour essayer donc d'exister, et non pas que les Européens ont créé l'Union européenne pour donc contrebalancer le pouvoir américain. Je peux même aller plus loin. Ce sont les Américains qui ont suggéré la création de l'Union européenne pour en faire un pendant à leur droite, et ce n'est pas une volonté proprement américaine, c'était une volonté américaine transmise aux Allemands. Les Allemands, ils l'ont fait avec la France, et pour que ça passe bien, on fait rentrer donc les Italiens. Donc ça, c'est le premier point historique. Le deuxième point historique, on ne peut pas dire aujourd'hui que même si on accepte le principe que le monde est passé du monde unipolaire au monde multipolaire, que les États-Unis, à l'instant où on parle, ne restent pas encore, pour quelque temps, pour quelques mois, pour quelques années, la puissance mondiale face aux Russes, aux Chinois, aux Iraniens. Donc, si vous voulez, dans nos analyses qu'on fait sur France Maghreb, on essaye à la fois de donner les faits pour rester factuels, et l'analyse qui nous permettrait éventuellement, bien sûr on peut se tromper à chaque minute et dans chaque mot et dans chaque phrase, de se projeter sur l'avenir. D'où cette idée de... C'est en 49 que les Russes se projettent. Et je rappelle... Les Chines, oui, merci cher Christophe. Et je rappelle que, si vous voulez, l'art de la guerre n'a pas été écrit par un Américain. L'art de la guerre a été écrit par Chinois. Non, mais je dis ça exprès. Non, c'est une hyperpuissance encore pour quelques mois, pour quelques années. Et quand je reviens à l'art de la guerre, et je termine là, cher Anis. C'est une superpuissance, mais c'est pas une hyperpuissance au sens on va jouer sur super, hyper, c'est la puissance la plus puissante aujourd'hui sur le terrain, en termes militaires, économiques, informatiques, Facebook, tout ce que vous avez dit. Je reviens. Qu'est-ce que moi, l'art de la guerre, je conseille vraiment aux auditeurs qui l'ont pas encore lu de le lire, mais chacun de nous peut prendre le paragraphe qui lui plaît le jour où ça lui plaît, mais aujourd'hui, donc... ça fait sourire pareil. Non, mais, oui, non. Je laisse terminer. Non. Mais dans l'art de la guerre, cher Christophe, il dit un vrai militaire ne peut pas aller plus loin que ce que ses forces alimentaires peuvent lui donner pour manger, à condition de pouvoir prendre possession des richesses locales qu'il trouve pour alimenter ses soldats.
Et c'est ce qui a manqué notamment aux armées américaines quand ils amenaient leur bouffe 3 fois par jour par avion des États-Unis. Et c'est aussi une des raisons qui a fait que les Irakiens ou les Yéménites aujourd'hui, vous savez, j'étais moi à la frontière de la guerre au Yémen et j'ai vu beaucoup de vieux sages dans ces régions. Et on m'explique que pour le soldat yéménite, il lui faut 4-5 dates, un morceau de pain rassis, une petite bouteille d'eau et il part faire la guerre. Alors que les soldats envoyés par les Émirats à l'époque qui sont retirés, les Égyptiens et surtout ceux de l'Arabie Saoudite, ils travaillent sur le modèle américain, c'est 3 repas par jour par avion. Et donc c'est ça qu'il faut prendre en considération pour comprendre la bascule. C'est que nous sommes arrivés aujourd'hui à une type de guerre qui est une guerre de type hybride, et que par conséquent le militaire classique est un des aspects de la guerre. Il y a une guerre médiatique, une guerre, il y a une ingénierie aussi psychosociale. Il y a une guerre également, comment dirais-je, monétaire, qui est en train de se faire avec l'écroulement en réalité du dollar et l'émergence d'autres devises qui vont devenir des devises de référence. Et moi, je pense que d'une part, il n'y aura pas de risque d'intervention américaine à Taïwan puisqu'ils n'en ont pas les moyens aujourd'hui, et que par ailleurs, ce qui se passe avec la Corée du Nord est une véritable aubaine, est un véritable cadeau pour les Américains, puisque ça leur permet de faire des manœuvres conjointes avec les Sud-Coréens sous prétexte de la menace nord-coréenne. Ça leur permet d'avoir des bases qui sont en alerte permanente. Grâce à cela, dans le cas contraire, ils seraient contraints d'être en retrait jusqu'à l'île de Guam, qui se situe à des milliers de kilomètres de cette zone. Donc, par conséquent, pour des raisons de statu quo géopolitique, il n'y aura pas vraisemblablement d'intervention chinoise à Taïwan. Ils attendent que cela arrive comme un fruit mûr. Et par ailleurs, moi, je pense vraiment que l'Union européenne est en voie de décomposition. Merci Yanis pour votre intervention. 01 40 je sais pas 33 si Farid a 9000. quelque chose à rajouter. Ouais, non, pas maintenant. Mais je rajouterai quand même que le sens de l'histoire doit être pris en considération au-delà des puissances des empires. Bon, Farid, tu pourras rajouter un petit truc si tu le souhaites. Pas mal mais dans un instant, rapidement, parce qu'après il faut qu'on parle de la NUP. Ça marche. La NUPES ou la NUPES, la NUPS, la NUPS, qui est en tête des sondages. Moi, je me suis amusé à regarder les votes de 2017. En Marche avait fait 31% et a obtenu la majorité à l'Assemblée. Là, on regarde les sondages, la NUP est à 30%. Et vous oubliez le mode de scrutin du deuxième tour. Oui, mais d'accord. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Farid Tebsamani qui sont avec vous, amis auditeurs, auditrices. Farid, pour conclure sur ce sujet américano-chinois. Oui, l'auditeur en fait a dit quelque chose de très intéressant, c'est que il parlait du changement notamment du modèle économique. Oui. Mais qui est à l'origine de ce changement du modèle économique, si ce n'est les États-Unis d'Amérique, en tout cas en tant que leader. On peut détester plein de choses des Américains. La réalité, c'est qu'il faut être toujours factuel. Il y a bien un jour où ça va évoluer, c'est une évidence. Mais à l'heure où on parle, ils ont quand même pas mal d'avance sur tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ouais. Walid est avec nous au 01 40 33 9000. Bonjour Walid. Bonjour. Bonjour, bienvenue à toi. Qu'est-ce qui se passe? Non, moi je voulais réagir par rapport Parle bien en face de ton téléphone, Walid, pour qu'on t'entende bien, parce que sinon, voilà. Attends, tu m'entends mieux là? Voilà, là c'est mieux, beaucoup mieux. Merci beaucoup, Walid. Il n'y a pas de problème. Non, moi je vous disais que je voulais réagir par rapport au conflit entre la Chine et les États-Unis. Ouais. Et ce que je veux dire en fait, c'est que les États-Unis aujourd'hui se rendent compte qu'ils sont en train de perdre pied au niveau mondial. Et il y a un problème aussi qui est posé par rapport à la Chine, c'est que si elle reprend Taïwan, il y a un problème, c'est qu'en fait sa mer elle va s'étendre. Et aujourd'hui le problème dans la mer de Chine et avec les pays qui sont frontaliers maritimement, ça va poser un gros problème. Et donc ça, je pense que c'est une information qu'il faut prendre en compte. Excusez-moi, mais quel problème? La Chine est autour de Taïwan dans toute la mer. Et Taïwan est une île. Donc quel problème ça ferait quand vous mettez vos bateaux qui existent autour de l'île et ils rentrent dans l'île? C'est quoi le problème en termes de mer Et le Japon, il faut savoir que chaque année, il paye des milliards aux États-Unis depuis la chute en 1945, depuis leur défaite. Oui. Et aujourd'hui, pour pouvoir justifier de leur présence au Japon et continuer à recevoir ces milliards, il faut bien qu'ils réagissent. Et même
Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les États-Unis, par rapport à l'Arabie Saoudite ou tous les pays avec lesquels elles s'entendaient et à qui elles apportaient une garantie, une sécurité, aujourd'hui, ça pose un gros problème. Ah bah, et donc, pour rester dans votre logique, elle est en train d'avoir des gros problèmes avec ses, j'allais dire, ses protectorats, entre guillemets, c'est-à-dire les pays du Golfe, et elle ne l'aurait pas avec Taïwan. C'est-à-dire, la logique historique veut qu'aujourd'hui, les États-Unis ont été, d'ailleurs, Brzezinski encore, que je cite encore une fois, il a écrit dans ce livre que les États-Unis n'ont jamais été ni la superpuissance ni l'hyperpuissance, mais la puissance dominante, et il précise, grâce au dollar, beaucoup plus depuis 1973 que parmi l'armée. Et c'est les Américains qui l'écrivent. Et hier, il y a d'ailleurs un ancien militaire américain devenu, je vous donnerai son nom tout à l'heure, devenu sénateur. Mais il faut lire ce qu'il écrit sur la guerre d'Ukraine et sur la guerre de Syrie. Et ce monsieur est américain et il dit, je commence par dire que moi, je fais la guerre du Vietnam volontairement. Et j'ai été en Syrie pour voir comment ça se passe. Et moi, j'ai une question dans ce cas. Pourquoi ils n'interviennent pas militairement en Ukraine pour défendre les Ukrainiens face à la Russie? Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et qu'on passerait réagir face à la Chine alors que non, militaire. Voilà. Alors en Ukraine, d'abord regardez la taille des territoires. Le territoire ukrainien est très étendu, avec donc une partie russophone, une partie pas russophone. Et là, il viendrait en contact direct avec Poutine et la Russie. Pour Taïwan, pour moi, ils n'iront pas à la guerre. Comme disait, alors je pique la première phrase de Cheikh Farid et la deuxième qui est la mienne. Je ne pense pas que la Chine va envahir, parce que c'est le terme, Taïwan. Elle va laisser le fruit mûr tomber de lui-même. Et donc les Américains n'iront pas pour défendre Taïwan. Et quand bien même l'armée chinoise envahit Taïwan, et le mot envahit, je ne l'aime pas moi, les Américains n'auront pas les moyens. Vous savez combien il y a eu de militaires américains pour mettre sous cloche pendant quelques années l'Irak? Vous savez combien? Non, pas du tout. C'est autour de 500 000, tout compris. Mais après, moi je poserais une question. Est-ce que les États-Unis n'ont pas fait, entre guillemets, en sorte que la guerre se déclenche entre l'Ukraine et la Russie pour fragiliser l'Europe? Oui, aussi. Alors, pour fragiliser l'euro, parce que depuis que l'euro est militarisé... Oui, je peux me permettre de rester à la fois dans l'information confidentielle, parce que je ne donnerai pas toutes les sources. J'ai assisté il y a quelques jours à un échange sur le sommet qui va avoir lieu lundi au Madrid pour l'Union européenne. Et ma question, quel est le pourcentage aujourd'hui de l'armement français et européen qui équipe toutes les armées européennes? Et comme on parle de fin de stock et de renouvellement de stock, est-ce que demain, on ne va pas, pour les armées européennes, acheter des armes américaines? Et en définitive, est-ce que la guerre d'Ukraine n'est pas un prétexte pour donc soutenir l'armée, j'allais dire l'industrie militaire américaine? Et mon interlocuteur m'a répondu, je n'irai pas jusqu'à votre conclusion, mais il va falloir qu'on soit prudent et qu'on mette des éléments pour que ça ne devienne pas comme vous le dites. Donc tout le monde est conscient de cette chose aujourd'hui. Comment? Il y a beaucoup de spécialistes qui le disent déjà ça, surtout par rapport à l'Allemagne, qui va augmenter son budget militaire. Non, mais le problème, c'est pas que l'Allemagne augmente le budget, c'est que l'Allemagne achèterait des matériels américains, donc soutiendrait l'économie militaire américaine. Le problème n'est pas s'équiper, mais s'équiper avec quoi? Si elle venait à s'équiper d'armements français, allemands, suédois, grecs, voire turcs, c'est un armement européen. Mais si elle soutient Lockheed, la souveraineté économique, beaucoup plus que militaire, et beaucoup plus compromise européenne, compromise, que si les armes étaient vendues par la France. Merci Walid, merci à toi. C'est moi. 01 40 33 9000, on va parler dans un instant de la NUP. La NUP, tête. NUPES En tête des sondages. Au premier tour. Est-ce que ça inquiète la Macronie? On en parle dans un instant, ne bougez pas. Le LGF avec dans un instant la belle histoire, puis il va nous offrir une première chronique dont je ne connais absolument pas le contenu. C'est pour dire quand même que je fais confiance. Absolument pas. Comment ça, absolument pas? Absolument, mais tu verras. Oui, je ne connais pas du tout le contenu. Voilà. Tu ne connais pas le contenu. Tu ne connais pas le contenu d'une partie de ton émission. Ce n'est pas grave. Merci. Tout va bien. La belle histoire. Ça oui. la liberté d'expression, c'est France Maghreb. C'est ça. Voilà. Chacun vient, comme disait Marché, avec ses questions et ses réponses.
Lovarinel sera avec nous dans un instant. Elle est candidate dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis pour Renaissance. Alors c'est pas tout à fait Renaissance, c'est Ensemble, je crois, maintenant le groupe Ensemble Modem, Renaissance, et j'en oublie un autre, je crois, il y a un 3e. Ensemble citoyen, ouais. Voilà, c'est ça. Ensemble. On s'occupe de vous dans un instant, ne vous inquiétez pas. Farid Tamsamani est avec nous, Tarek Pami. Pour parler de la NUP, qui regroupe l'accord donc Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, Parti Communiste, France Insoumise, qui serait, à en croire les derniers sondages, sorti en tête des intentions de vote. Et je me dis finalement, est-ce que, en regardant un peu ce qui s'est passé en 2017, premier tour, En Marche 31%, ce qui n'a pas empêché d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que la Macronie a de quoi se considérer comme étant un danger, sachant que, parce qu'il y a des éléments à prendre en compte, c'est que cette élection est plus boudée que la présidentielle, donc moins de participation. Il semblerait que les spécialistes tous, y compris ici, sont en train de nous dire que l'élection allait jouer avant même qu'elle ait lieu, que de toute façon on connaît d'ores et déjà le vainqueur. Il y aurait peut-être une espèce de démobilisation, et le danger vient de là. Peut-être. Est-ce que la NUP peut inquiéter la Macronie, Farid ? Pas du tout. Oui. Moi, je pense pas. Elle va faire un très bon score, effectivement, au premier tour de l'élection présidentielle. Ça, c'est de la législative, pardonnez-moi. Ça, c'est une évidence. Et encore, les sondages, parfois, sont pas toujours si exacts que ça. Mais globalement, je pense que ça sera globalement ça. Le mode de scrutin fait que, ensuite, la concrétisation en député, en fait, est autre chose. Donc, tu peux faire 31% au premier tour et avoir très peu de députés. Le meilleur exemple dans l'histoire contemporaine, en tout cas politique française, c'est le Front National et le Rassemblement National, qui parfois arrivait même en tête au premier tour des législatives et qui avait... Dans certaines circonscriptions. Alors, on va parler des intentions de vote sur l'ensemble de la France, sur l'ensemble du pays. Et avant l'élection, arriver parfois en tête en termes d'intention de vote. Et de manière concrète, est-ce qu'il y avait combien de députés il y avait à la fin? Finalement, il y en avait très peu. Alors, je crois que j'ai un chiffre en 2017. Alors, je ne parle pas d'arriver en tête, mais en tout cas, qualifié au second tour, 150 circonscriptions pour le Front National. En bout de course, 8 députés. Et au final, 8 députés. Ouais. Alors, ça nous amène, en tout cas pour moi, ça m'amène à avoir une véritable critique de notre système électoral. C'est le système qui est pas bon. Qui est pour moi, effectivement, pas Il bon ne reflète aujourd'hui. pas la réalité des intentions ou du vote de premier tour. Alors, le général de Gaulle, en tout cas à cette époque, lorsqu'on a évoqué ce mode de scrutin, c'était aussi pour... on sortait de la 3e et 4e République, où en fait, on était dans une logique de division telle à l'Assemblée qu'en fait, les gouvernements tombaient plus rapidement que leur mise en place. Donc, du coup, pour éviter ça, on a voulu instaurer ce qu'on appelle des majorités fortes. Et les majorités fortes, c'est ce mode de scrutin à 2 tours qui, effectivement, est critiquable ici ou là. En tout cas, il est tel qu'il est. Et pour revenir à ta question, Christophe, je doute que ce mouvement, qui est pour moi l'auberge espagnole, puisse concrétiser et avoir une majorité à l'Assemblée. Ils auront beaucoup plus de députés que le Front National, c'est une évidence, mais en tout cas pas au sens de la majorité. Oui, si on en croit les sondages, c'est 30% pour la NUP, 26% pour le groupe Ensemble Renaissance, 17% pour le Rassemblement National, 8%, 7 à 8% pour Reconquête. Voilà un petit peu ce que ça donne, le schéma en tout cas des différents sondages, à 1 ou 2 points évidemment à la marge, selon les différents sondages, parce qu'il y en a plusieurs. Alors je rebondirai juste sur le dernier, 7 à 8 points pour Reconquête. On s'amusera le dimanche premier tour le soir. Ouais, je suis même pas sûr qu'ils aient un député in fine, la réalité. Oui, c'est celle-ci. Peut-être un, mais 8%. Et pour revenir, Christophe, de manière... Ils auront probablement les fameux 4% de Mme Pécresse. Donc, historiquement parlant, notre pays donne toujours la majorité au président élu. Le président élu étant Emmanuel Macron, réélu, pardon, oui. Depuis ce changement de Jospin. Voilà. Exactement. Donc, non. Parce que si on était resté dans une logique législative avant, présidentielle après, je vois mal les Français donner une majorité au président au bout de 5 ans qui va se représenter lui-même. Mais il faut être cohérent avec soi-même. Pourquoi Jospin a fait cette évolution? Parce qu'il a été égoïste et on lui a beaucoup reproché. Et sa phrase terrible, je vous le rappelle, cher Farid, je gagnerai les élections présidentielles et je donnerai la majorité à mon parti socialiste.
D'accord. C'est sa phrase. Ça, c'est Jospin. Rappelée par Ni l'un Pierre ni l'autre. Mauroy. Pas de sou- Rappelée Moi, par je Pierre trouve- Mauroy qui lui a reproché. Moi, je trouve cohérent qu'on donne une majorité à un président pour gouverner, quel que soit le président. Si Jean-Luc Mélenchon était devenu président, Ben, la cohérence, non, parce que regarde la cohabitation. c'est pour éviter Jospin, Chirac 2017-2002, Parce que 97-2002, pardon. Ouais, mais non, mais Christophe. Et vous savez La pourquoi situation économique de la France était beaucoup mieux. Hein. Oui, et vous savez pourquoi? Je sais pas. Parce, Ah bah parce que le Les président était élu Non. depuis 2 ans, Mais 3 oui, ans, voilà, et donc c'est les tout. gens en ont dissous marre. Et c'est l'Assemblée. pour ça Il a que dissous Jospin l'Assemblée. a eu tort d'inverser pour le bien du pays, pour moi. Moi, je pense. On aurait eu toujours de cohabitation utile. Mais bon. moi, je pense sincèrement que ces cohabitations sont une catastrophe pour le pays. Non pas d'un point de vue démocratique, parce que c'est le peuple qui s'exprime, mais c'est une catastrophe parce qu'en fait, il y a un blocage à un moment donné C'est institutionnel. le seul moment où on n'a pas Mais beaucoup oui. entendu parler de corruption, de frérot et de copinage, Oui. en tout cas moins, puisque tout se négociait entre celui qui est à l'Assemblée et celui qui a le pouvoir. Franchement. Et ça négocie. Franchement, en toute honnêteté, quels que soient les présidents qui ont vécu la cohabitation, Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu deux. Il y en a eu que deux. C'était Ouais. François Mitterrand Et Jacques et Jacques Chirac. Chirac. En toute objectivité. Monsieur Mitterrand, oui. Et en toute objectivité, il y a beaucoup de choses qui n'avançaient pas pour Ouais. l'ensemble du pays. Ouais. Donc moi, je vais vous donner mon sentiment. Moi, je pense même que les législatives doivent être corrélées oui, à la c'est- présidentielle. C'est-à-dire qu'on met en même temps Oui. Bah, personnellement, moi, je Oui, pense le que bulletin Et- pour le président et le bulletin pour. Oui. Et là, on le aurait parti. des surprises. Et là, le président n'aurait pas forcément des majorités, en tout cas comme celle-là. Non, il l'aurait de toute manière. Parce qu'un président élu, il Non, a bah, d'accord, mais forcément bon, sa alors, majorité. moi ça me fait rigoler parce que je veux dire, le système qui permet aujourd'hui, tel que vous nous l'expliquez, ça sert à quoi d'aller voter là? Sincèrement, les jeux sont faits, les gars. Donc, à quoi ça sert? Pas du Alors, tout. on est de sensibilité, C'est le par port- exemple, de la NUP. Oui. On est en train de nous dire partout dans toutes les Non, mais radios cher et les télés Christophe. que la NUP, de toute façon, Attendez. l'emportera pas. Donc, ça sert à rien. Cher Christophe. Restez non, non. chez vous. Ah, Allez, non, non, allez à la attends, pêche. Non, n'allez pas à la pêche, parce que si on va à la pêche, la NUP, c'est plutôt 40 députés. Ouais. Si on ne va pas à la pêche, c'est plutôt 160. Si tu veux. Voilà. Et une opposition à 160, c'est pas une opposition à 40. Parce que. Alors, pour moi, ça C'est change. vrai, c'est Ça vrai. change. Pour moi, ça Si, change ça rappelle. strictement rien. Non, il y a 3 choses. Ça change quoi d'ailleurs, oui? Voilà. La première chose, c'est que ça permet d'avoir un groupe avec un certain nombre. Ouais, mais groupe, c'est 17. Attendez, cher Christophe. Mais à La- 40, ils l'ont. non, oui. La deuxième, c'est que ça permet de déposer ce qu'on appelle donc la motion de censure. Que Mais si... elle passe pas. À Non, 50, mais 51, je Même crois. à 160, plus de 50. ça passe pas. Et la troisième, depuis Sarkozy, c'est que ça permet de demander le fameux référendum à 2 millions de voix. Non, mais 40 ou 160 députés, ça change rien pour ça. non, ça change. Mais non, Non, ce qui ça- change, il y a une seule chose qui Alors, change, voilà, c'est le, alors, le financement on- électoral on- pour préparer l'avenir. On va c'est faire tout. des droits constitutionnels. Ce qui change, c'est que quand vous faites votre motion de censure, derrière le gouvernement, s'il n'est pas sûr de son coup, qu'est-ce qu'il va faire? Le 49.3. Or, Oui. aujourd'hui, on ne peut pas utiliser le 49.3 plus de 2 fois en 5 ans. Alors, Mais on va pas rentrer dans le truc, mais ça, c'est des droits constitutionnels. Et peut-être la candidate qui sera un jour députée a déjà bossé sur ce point-là. elle le sera le 19 juin. Voilà, 2 fois 49.3. Et donc, la prochaine motion de censure, on ne peut plus utiliser 49.3. Alors, Et il ça- va falloir passer par le vote. Farid, Ouais, c'est un peu plus technique que ça, mais Ouais. c'est en vérité qu'on ait 40 députés ou 160, on peut pas faire tomber un gouvernement. C'est ça que je veux dire. C'est que quand il y a une majorité, il y a une majorité. Ouais. Point. Le seul intérêt d'avoir effectivement beaucoup de députés pour un parti ou pour une alliance de partis, les sous, le flou. c'est l'argent. Voilà. Non, mais ça, c'est la vision C'est- non, mais d'accord. économiste Bah oui, mais ça, c'est vrai, mais Pas t'as du raison. tout. de notre ami Mais pas du Farid, tout. qui Quand voit, vous avez des moyens- qui voit tout par le biais de la lorgnette du dollar. Bah ouais, mais ça c'est mon, Voilà. c'est Ah, mon côté. C'est votre péché mignon. Exactement. Mais Vous savez qu'il y a beaucoup moins de candidats qu'en 2017? Non, je Non. savais pas. Il y a beaucoup moins de candidats qu'en 2017. Non. C'est-à-dire que- Par contre, il y a beaucoup plus de candidats dans la fameuse grande circonscription, la 9e, Maroc, Tunisie, Algérie, et Il y en a plus qu'en 2017 il y a une vingtaine. Et en 2017, il y en avait moins. Ils étaient 12. Bon, Ouais. alors cette circonscription, faut la. Faut l'enlever, Pour faut moi, la supprimer, supprimer. comme disait notre ami Valls d'ailleurs. Mais ouais, non, mais en fait, pourquoi? Parce que moi, je suis très content quand il y a beaucoup de candidats. Ah ouais. Parce que, ça veut dire qu'en fait, il y a un engouement démocratique. Ah. Il faut surtout l'accompagner et le favoriser. Là où j'ai quelques doutes sur ce type de circonscription, c'est qu'en fait, vous ne défendez pas les intérêts des Franco, Ouais. des Français dans ces pays-là, mais parfois, vous pouvez défendre des intérêts d'autres pays. De Alors ces je vais vous pays. donner un autre élément. Ouais. En gros, sur 180 000 inscrits sur toute la zone,
il y en a en gros 90 000 qui sont au Maroc, dans plus de la moitié. Dans plus de la moitié sont franco-marocains, donc maroco-marocains. C'est pour ça qu'il y a de grandes sensibilités marocaines à chaque fois qu'il y Non, mais moi je trouve que c'est très dangereux. Ah oui, c'est dangereux, je suis d'accord. Franchement, on peut pas... Alors que quand vous allez au Liban ou dans d'autres circonscriptions, les candidats ne sont pas nécessairement issus de ce pays. C'est dangereux. Moi je trouve ça très dangereux. C'est pas de leur faute s'il y a plus de Français installés au Maroc. Non mais Christophe... Non mais je parle des franco-marocains déjà, sans les installer. Non mais moi, je suis très, très objectif et très honnête là-dessus. Je suis franco-marocain. Oui. J'ai pas de soucis en la matière. Je dis juste que quand on élit un député, c'est pour l'Assemblée nationale française. Et que quand on veut faire de la politique au Maroc, eh bien, il y a un parlement au Maroc. Vous direz ça à M. Meyer. Et c'est la même chose, exactement. C'est complètement scandaleux. Habib Meyer, oui, vous pouvez lui dire. Pour moi, c'est la même chose. Il y a même eu des députés français. Et c'est à cause de lui d'ailleurs. Ouais. C'est à cause de lui qu'en fait, on a de plus en plus. C'est pas la faute à Meyer. Si. Parce que clairement, en fait, d'ailleurs, lui, c'est public puisqu'il le dit. C'est qu'en fait, il défend les intérêts d'un pays autre que celui de la France, et non pas des Français. Ouais. Et donc, du coup, c'est donner une tribune à l'Assemblée nationale pour des intérêts autres. Ouais. Il y a un code, il y a un article du code, je ne sais plus lequel, qui parle de... Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais... Non, surtout qu'on n'a pas le temps. En fait. Oui, exactement. Voilà. Alors, il y a eu même donc, un député français socialiste à l'époque qui lui dit, M. Meyer, vous vous êtes trompé d'élections législatives. Pour tenir ce discours, allez vous présenter en Israël et vous ne serez pas élu. Bon, alors messieurs, on va refermer. On aura l'occasion d'en reparler parce que moi j'aimerais bien qu'on consacre une partie, par exemple vendredi prochain, à expliquer de manière technique l'élection législative pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de spécialistes qui nous disent de toute façon la majorité présidentielle va l'emporter, etc. Il faut qu'on explique ce pourquoi elle va l'emporter. Là-dessus, on est tous d'accord, voilà, ça va se faire. Mais pourquoi? Alors que la NUP, par exemple, est en tête. On l'expliquera peut-être de manière très pratique la semaine prochaine. Si vous le voulez bien, parce qu'on n'a plus le temps et dans un instant, on a notre invité. Mais avant, je vous propose d'écouter, Mam, la belle histoire, pour une première chronique. Il en aura deux aujourd'hui, puisqu'après, il va repartir un petit peu là où il est... très utile au travail. Mam, au travail, quand même, c'est ça qui paye. Hein. Ouais, c'est pas Tariq Mami qui me paye. Hein, donc voilà. Alors, dans une minute, le temps que je bascule de mon rôle de chroniqueur à mon rôle de vidéo. Comment on dit vidéo. Ah, mais si vous pouvez le faire effectivement de manière à ce que tout le monde le voit, c'est formidable. Deux vidéos valent mieux qu'une. Voilà, c'est ça. Alors, la belle histoire, c'est parti. On t'écoute. De quoi vas-tu nous parler? Tu ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon émission. C'est une chronique qui a été écrite à deux mains avec ma camarade de toujours, Makarima. Qu'on a écrit entre ce matin de très bonne heure à l'aube et ce midi. Et cette première chronique s'appelle « Le visionnaire ». Écoute bien, Christophe. Oui, j'écoute, je fais que ça. À mes yeux à peine ouverts ce matin, je m'aperçois en visionnaire un horizon heureux et magnifique et goûte au silence des hirondelles chantantes en attendant ma zénithale rencontre avec le soleil, en étirant les bras comme un bel accueil à cette ode à la joie. Et c'est à cet instant que j'écris ces lignes en pensant à cette personne visionnaire, autant que moi, qui force l'admiration, tant il tire de son handicap une force incroyable qu'il réussit à gommer aux yeux de beaucoup par une joie de vivre, du talent et surtout une voix pénétrante, une vraie voix de radio, qui vous accompagne au quotidien. Un homme de province, en valeur et en vitalité, né le 29 mai 1977 dans le Loiret à Montargis, au sein d'une famille aimante et très protectrice. Une enfance paisible et sympathique, marquée néanmoins par l'apparition dès la naissance d'un glaucome. Opéré près de 35 fois, il perd l'usage d'un premier œil à 3 ans et le second l'année suivante. Malgré l'épreuve, le jeune garçon vit une enfance heureuse, fait de jeux et de petites bêtises, comme cette fois où il a eu la chaleureuse initiative de repeindre le trottoir devant chez lui, sa maman n'étant vraiment pas contente par ailleurs. Ce fut un début de carrière dans l'art, lol. Ce visionnaire est un grand voyageur, passion qui ne l'a jamais quitté, grâce notamment à ses grands-parents, Papy Michel et Mamie Paulette, pour nourrir son imaginaire et son amour de la vie.
C'est aussi le début des apprentissages de cette même vie. Il quitte le Loiret pour Paris en 1983 pour une école spécialisée à Paris, puis les premières désillusions apparaissent, notamment en fréquentant une école à Cachan où les enfants, certains enfants, n'avaient pas le droit de jouer avec des enfants comme lui, ordre venant de parents ignorants. Un pitoyable racisme sur le handicap qui, au lieu de le miner, le renforce dans sa détermination et a triomphé coûte que coûte. Puis après la primaire, le secondaire à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris, dans le 7e arrondissement, il ne lâche rien comme cette vocation apparue dès ses 4 ans à l'aube de la libération des ondes, la radio. Ce visionnaire avait découvert le média en écoutant Carbone 14, la radio où débutèrent les célèbres regrettés Jean-Yves Lafesse ou encore Super Nana. Il fut éduqué à bonne école avec les débuts de Fun Radio ou Skyrock et on l'a tous fait. Ce jeune homme enregistrait sur une radiocassette les émissions qu'il concevait depuis sa chambre. Sa passion est immodérée. S'apercevant que l'école n'était pas fait pour lui, il poursuiva son objectif d'entrer à la radio. Puis au détour d'une formation en secrétariat, trouve un stage à Radio Méditerranée et intègre l'équipe de la matinale de la station. Et à force de travail et de ténacité, il finit par animer cette même tranche la plus importante de la journée en radio. 10 ans à Radio Méditerranée avant que la station ne ferme. C'est ainsi que depuis 2005, soit depuis 17 ans, mesdames, messieurs, il entre à France Maghreb 2 en véritable couteau suisse, à l'animation, au standard et à la régie technique. Ce grand visionnaire, véritable Barry White de la voix radiophonique, anime depuis 2011 votre rendez-vous quotidien, le Grand Forum, où le meneur de débat, bien avant les grandes gueules, donne la parole à des chroniqueurs et chroniqueuses de tous horizons, en toute liberté, donnant corps au vivre ensemble. C'est un chic type, marié depuis juin 2001 à sa reine, Hakima, les 2 tourtereaux ayant donné la vie à un petit Yanni devenu très grand et qui aujourd'hui poursuit de brillantes études à l'École internationale d'études politiques. Une grande fierté. Ce visionnaire un peu tête en l'air, capable d'oublier dans une certaine cabine téléphonique un premier cadeau de Saint-Valentin à sa belle, s'empressant d'aller à la parfumerie pour acheter un autre parfum, ou cette anecdote moins visionnaire où une fois il a voulu sortir la voiture du garage et au lieu de faire marche avant, il fit marche arrière, abîmant au passage le mur du garage, lol. Tête en l'air, mais qui sait ce qu'il veut. Il n'aime pas l'autorité injuste, notamment en voiture ou à la douane. Il se braque et devient très agressif, néanmoins pas plus que le fidèle Lupo, son chien guide. Et à Karima d'emboîter mes pas en ces termes. Je prolonge cette belle guirlande pour décorer le contour de cette toile aux 1000 étoiles pour ce visionnaire contemple de ses yeux de cœur. J'aime sa voix quand elle s'élève au-dessus des toits de Paris pour parer ses mots, car ils sont beaux et sereins au naturel. J'ai découvert ce personnage à l'âge mûr par l'intermédiaire de Mamour, moi-même, et pourtant, France Maghreb 2 m'est familier depuis mon passage en 2019 avec Inda Djeridi. En espérant un jour visiter les locaux du studio de radio, où il fait bon lire de belles chroniques, le monde est petit pour de si belles rencontres, alors en réponse et prise de reconnaissance pour tes messages bienveillants à mon rencontre, c'est Karima qui parle, cher Christophe, je te retourne l'appareil dans cette enceinte à merveille et ton proche entourage. Je m'associe à cette chronique dotée d'une belle intention pour te féliciter d'un glorieux parcours et prie pour que t'inonde un bonheur éternel en amour, joie et paix. Ce visionnaire aux 1000 talents s'appelle Christophe Fro et nous lui souhaitons à l'avance, moi en tous les cas, Karima également et l'ensemble des auditeurs, un très joyeux anniversaire qui arrivera dimanche et une vie radio active et autant de bonheur comme un merci à la vie. Merci beaucoup. Merci la belle histoire, je vois que tu es très très bien informé, hein, je vois ça. Très très bien informé. Je dois remercier pour le même coup ton épouse Hakima qui m'a bien aidé pour certaines anecdotes. C'est pas vrai? Oui, tout à fait. Ça va se régler ce soir. Très bien. Non, ne lui en veux pas, Très bien, non, comment pourrais-je? Alors, merci beaucoup, Mme. Franchement, très très belle chronique. Merci beaucoup. Messieurs, nous allons recevoir maintenant une candidate pour les législatives 2022. Le premier tour 12 juin, le deuxième tour le 19 juin. Elle s'appelle Lova Rinel. Bonjour Lova Rinel, bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour. Alors, Rinel, pourquoi Rinel? C'est pas votre nom complet?
Je crois qu'il est imprononçable votre nom, hein, pardon. Hein. Si, il est prononçable. Ah bon? Alors, pas faire de la discrimination. Essayez, allez-y. Rajawar Inelina. Bah voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Alors, vous êtes maman de 2 enfants. C'est ça. Vous êtes malgache. Je suis franco-malgache. Franco-malgache. Et donc candidate dans cette 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui vous a emmené ici? On peut rappeler juste les villes quand même, c'est toujours compliqué sûr, pour les auditeurs de parler de Stein, Duny, La Courneuve, et c'est tout. Et Arnouville. Non. non, pardon. Blanc-Ménil, La Courneuve, Duny et Stein. C'est ça. Voilà. Oui, bah, je confonds. 4 grandes villes du 93. Qu'est-ce qui vous a emmené ici, Madame Riven? Écoutez, beaucoup de choses, je dirais. La première, c'est que je suis revenue, enfin j'étais en expatriation à Madagascar pendant 5 ans, je suis rentrée en 2017. Et quand je suis rentrée, en fait, c'était un peu le retour au bercail sur les questions des quartiers populaires. Parce qu'en fait, quand vous êtes français à l'étranger, il faut regarder la France avec un autre regard. Ouais. Et moi, j'étais à Madagascar quand on a eu finalement la vague d'attentats. Enfin, je suis arrivée en 2012 à Madagascar, donc j'ai vu les différents attentats qu'on avait connus. Ouais. Et j'assistais de loin, un peu par procuration, mais pas moins douloureuse, d'une forme de France que je ne reconnaissais plus. Une peur qu'on sentait par ailleurs, qu'on ne comprenait pas, et une stigmatisation qui était déjà... là, bien avant, sur les populations, la communauté musulmane française, mais qui était juste insupportable pendant cette période. Et aussi, j'ai vu des gens qui n'étaient pas de confession musulmane, mais qui comprenaient plus aussi leur pays par rapport à ça. Et moi, bizarrement, ces questions-là, il y avait toujours pour résonance les cités, les quartiers populaires, et puis il y avait cette équation qui m'agaçait, c'est immigration, intégration, islam, cité, que les politiques avaient finalement, on avait fait presque un slogan. Je suis rentrée parce que je me suis dit, t'es partie à Madagascar pensant que tu devais leur rendre un peu aux Malgaches un peu d'utilité, ben peut-être que le retour en France, il doit se faire aussi dans ce sens-là, parce que c'est n'importe quoi ce qui se passe, en tout cas vu de l'extérieur. Alors, vous avez un parcours brillant et vous avez, je crois, eu l'honneur d'être peut-être aussi à l'origine de cette loi, puisque vous en êtes la rédactrice de la loi abolissant la peine de mort à Madagascar. C'est vous ça. êtes la Badinter malgache. Non, Badinter était un parlementaire et un ministre. Moi, non. Moi, j'étais conseillère en fait, diplomatique et politique du président de l'Assemblée. C'est un moment de fierté, vous dites. Ouais, vraiment. Et puis après, ça s'arrête au moment où on le vote, puisque... à Madagascar, on a d'autres problèmes, en fait. Il y a la misère, l'insécurité, la pauvreté, et puis des problèmes récurrents, en fait, liés à ce que connaissent certains pays d'Afrique. Alors, vous êtes candidate pour Renaissance, sous la bannière du groupe Ensemble, qui regroupe, je crois, le MoDem, donc Renaissance. Oui, et En Marche. En Marche, oui. Mais En Marche qui est devenu Renaissance, en fait. Oui, non, mais en fait, oui, après, il y a une... Enfin, au départ, en fait, c'était En Marche, parce que Ensemble Citoyen était fait avant, en fait, Renaissance. C'est pour ça que je reprenais. Ouais. Mais c'est ça. Alors, vous êtes quand même une parachutée. Oui, comme beaucoup. Mais pas que. Non, mais j'ai pas dit que vous étiez la seule. J'ai dit vous êtes une parachutée. Tout à fait. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit déjà un handicap ? Ça dépend pourquoi, la question est... Pour les habitants, par exemple. Non, mais après, c'est toujours pareil. Quand on est, par exemple, pour ceux qui ne le sont pas, on a plusieurs candidats qui sont ancrés, ils ont fait quoi pour le territoire ? On peut s'interroger aussi. La question, c'est que le député, c'est un sujet national. Donc, en fait, vous attendez de votre élu qu'il soit capable de discuter avec les membres d'un gouvernement, de pouvoir avoir leurs entrées dans les ministères pour débloquer des situations locales. Ouais. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas avec les gens issus du local. Donc c'est peut-être le moment où le député doit être ce tampon entre ce qu'on appelle vulgairement le en haut par rapport à en bas, si je dois faire un schéma raccourcissant. Moi, je crois qu'en fait, pour être un bon député, il faut être capable d'avoir effectivement ses relais au quotidien sur le terrain, comme avoir ses relais au gouvernement. Et c'est pour ça aussi que je travaille avec les élus locaux et que vous avez Karim Boumedjane, quand même, qui est élu local au Blanc-Ménil et qui m'apporte justement ce que vous me dites par rapport au parachutage. Je crois qu'on
a besoin de députés en fait qui soient connectés en haut pour pouvoir être L'Assemblée efficaces sur le nationale ne terrain. vous est pas étrangère d'ailleurs, puisque vous y avez travaillé avec plusieurs parlementaires, notamment ça. dans un groupe des affaires étrangères. C'est ça. Je suis restée à la commission des affaires étrangères, puisque comme vous l'avez compris, je revenais plutôt de ce milieu-là professionnel de Madagascar, et j'ai beaucoup travaillé avec les élus de cette commission, oui. Ouais. Alors on va continuer de vous découvrir dans un instant avec des questions aussi de mes camarades Tarek Mami, pardon, et Farid Tabsamani, candidate dans cette circonscription où il y a beaucoup de monde. Hein. Vous êtes 12, Oui. 12 candidats. Oui. On en a reçu d'ailleurs quelques-uns, on continuera à recevoir. C'est pas fait exprès, mais en tout cas, cette circonscription de Seine-Saint-Denis a été bien représentée pour le coup, et vous en êtes la preuve aujourd'hui. Dans un instant, on continue de vous découvrir, pour celles et ceux qui habitent notamment du côté de Blanc-Ménil, de Stein, de Duny et encore de la Courneuve, candidate Renaissance pour la 4e circonscription. Donc, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct, avec vous, chers amis auditeurs, auditrices, et avec Lovarinel qui est avec nous. Elle est candidate dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. Un parcours brillant, disais-je, donc Madagascar, en Afrique aussi, et en France. Alors tout à l'heure, je parlais de parachutage, mais en même temps, il faut aussi dire que l'Assemblée nationale ne vous est pas étrangère, puisque vous y avez déjà travaillé. Donc demain, si vous y entrez, c'est pas un endroit que vous allez découvrir, c'est un endroit que vous connaissez. Le Varinel, ça aide un petit peu, non ? Ah oui, je pense que je vais pas faire comme certains, mettre 6 mois avant de trouver l'interrupteur, comme ça s'est passé à un moment donné. Mais encore une fois, je crois qu'il faut pas se tromper d'élection. Et tout à l'heure, je vous ai entendu sur le débat sur le droit constitutionnel. Ça montre que, déjà, je pense que c'est bien que ça déchaîne les passions, mais ça montre un problème. Je crois qu'on a cessé de faire la pédagogie démocratique, et je crois que en tout cas, moi, l'un des enjeux de mon mandat, si un jour je deviens député, c'est évidemment d'essayer de redonner confiance. Il n'y a pas un moment d'arrêt, en fait. Ouais. Quand vous parliez tout à l'heure de pourquoi on va aller voter si on sait que c'est joué, mais il faut aller jusqu'au bout de la réflexion. Et je crois qu'en fait, ces idées, elles ne meurent pas. Elles meurent quand vous arrêtez, en fait, de les porter. Vous voyez ce que je veux dire ? Et dans la démocratie, en fait, vous avez les parties prenantes. Vous allez avoir les politiques, les médias, les institutions. Mais le peuple en fait partie. Quand le peuple démissionne, quand le peuple se retire, il y a des déséquilibres. L'enjeu, c'est que des gens comme moi, qui aujourd'hui se présentent, moi, mon ambition, c'est de casser ce charabia politique, cette distance et cette peut-être incompréhension qui agace aussi les électeurs. Selon vous, quelle est la meilleure définition d'un bon député ? Beaucoup de choses. Je crois qu'il doit incarner des convictions. C'est-à-dire que les électeurs doivent dire « Ah oui, elle, on sait ce qu'elle porte ». Ensuite, le député, c'est peut-être votre question qui était sous-jacente sur le parachutage. Je crois qu'un bon député doit dynamiter les verrous, en fait, que les villes qu'il porte connaissent au quotidien. Donc, en fait, le député, c'est, au-delà d'être un porte-voix politique, c'est un porte-voix institutionnel, c'est un débloqueur de problèmes auprès des élus locaux. Ça demande une certaine intelligence. Ça veut dire quand vous avez un député qui n'est pas de votre bord politique, vous devez être capable de travailler avec les élus locaux. Et vous savez qu'au quotidien, le principe de réalité fait que c'est beaucoup plus difficile. Mais je crois que c'est un vrai challenge. Et puis, un député, ça doit être quelqu'un qui doit être accessible. Je crois que ça, c'était l'un des reproches qu'on avait en 2017, et c'est pour ça que les partis traditionnels se sont fait clairement dynamiter, on le voit encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient trop détachés, malgré les cumuls de mandats qu'ils avaient eu, que par ailleurs, il faut le rappeler, en fait, on a arrêté sur la question de cumuler le mandat de maire et le mandat de sénateur ou de député. Donc je crois qu'en fait, tout ça montre qu'un député doit avoir... Ce qui n'empêche pas à des maires de se présenter. Oui, mais après, ils cèdent. Après, ça, c'est leur choix. Vous savez que, quoi qu'il arrive, en fait, vous avez 1 mois pour décider. Parce que c'est un choix. On peut décider que, finalement, c'est pas intéressant. Encore, la réalité, on sait très bien, parfois, des têtes de liste se présentent pour pouvoir avoir une majorité et renforcer leur base. Mais je crois qu'on oublie, je crois que c'est un message que j'aurais à tous nos auditeurs, qu'ils soient électeurs ou pas de la circonscription, c'est que la politique, quel que soit son niveau, est d'abord une question de rapport de force. Et ce n'est que ça. Si sur la table, vous n'êtes pas capable de porter vos idées jusqu'au bout, vous allez vous faire bouffer par ceux d'en face qui sont capables de le faire. Et je crois que la fatigue, c'est qu'on a un système, que ce soit un mode de scrutin ou un système de représentation dans lequel on ne se retrouve plus, mais les problèmes grandissent et on ne trouve plus de solution et on essaye de trouver des soupapes d'action, mais la réalité, c'est que ça reste politique et que la représentativité, aussi critiquable qu'elle soit aujourd'hui dans la Ve République, reste le moyen par lequel, en fait, on peut changer les choses. Moi, je suis... j'espère que vous allez m'en mettre dessus, mais vous parlez tout à l'heure de Renaissance, je vous entendais tout à l'heure aussi de parler de NUP, et finalement, c'est la question des coalitions, puisque la question de la recomposition politique n'est pas
que le problème d'Emmanuel Macron. On voit bien qu'à gauche, ils essayent de se recomposer. À droite, on ne sait pas trop, mais on sent qu'il y a une réflexion sur le sujet. Je rappelle que l'union des droites, c'était Éric Zemmour, hein, il y a quelques mois, qui en parlait. Ça veut bien dire qu'il y a un problème idéologique aussi dans ce bord-là et que les gens ne se retrouvent plus. Moi, en tout cas, j'essaie de dire que le député, dans espèce de ce flou artistique politique. Moi, je suis là pour parler des convictions qui sont bien là, bien ancrées, qu'on peut retrouver par ailleurs sur mes différents engagements. J'ai eu des engagements associatifs, mais aussi des prises de position politiques bien marquées. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils votent. Donc, quand je réponds à votre question en disant le premier point qu'on attend d'un député, c'est d'avoir des convictions, c'est que les citoyens s'y retrouvent. Et moi, les questions des quartiers populaires, la question d'inégalité des chances, la question de discrimination, mais la question aussi d'accès aux institutions, aux services publics, ou tout simplement de mobilité, ça fait partie des préoccupations sur lesquelles je me suis toujours positionnée par ailleurs. Tarek Mami, au Farid Tabsamani, une question pour notre invitée ici présente, Lova Rinel, candidate à la députation dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. Je commence ? Oui, bah vas-y, hein, je t'en prie, à toi l'honneur, Farid. Non, par honnêteté vis-à-vis de nos auditeurs, je dois préciser quand même que je connais la candidate à titre personnel, mais j'avais quand même une question d'ordre politique à lui poser. Sur cette antenne, on aborde très souvent notamment la question... Je ne parle pas de la sémantique, mais qui est notamment de l'islamophobie, ou en tout cas du ressentiment qu'une bonne partie de la communauté musulmane a. Moi, j'ai envie de lui poser comme question à Lova, c'est d'un point de vue concret, qu'est-ce que, demain, vous, à l'Assemblée, à partir du 19 juin, qu'est-ce que vous allez véritablement amener comme nouvelle dynamique pour que ce ressentiment-là ne puisse plus perdurer auprès de la population musulmane, que je rappelle, sont des électeurs comme les autres? Je crois qu'il est à 3 niveaux. Le premier, c'est que si je suis élue, c'est déjà de marquer clairement mon positionnement au sein de mon parti, ma majorité. Moi, mon ambition, elle est assez simple. C'est pour le coup, je suis, moi, les paroles du président de la République, c'est de re-questionner la loi sur le séparatisme. Il y a eu clairement, on va dire... des réflexions, des gestes qui ont mis en cause... quoi exactement? Pardon? Re-questionner quoi? J'ai pu me retenir, mais Christophe n'a pas pu se retenir. Non mais oui, parce que je ne comprends pas en fait le fait de re-questionner une loi qui a été votée. Non mais il y a aussi des lois... Enfin, encore une fois, la loi n'est pas, acceptée par des populations. Oui, ben ça oui. Donc, soit on reste, alors moi je vous pose la question, vous parlez tout à l'heure d'engagement, on va rester sur cette crispation qui met d'un côté des gens qui se sentent ciblés, attaqués, humiliés, et d'autres en fait qui l'utilisent pour le faire aussi, et d'autres personnes au milieu qui ne comprennent pas ce qui se passe, on va les laisser faire, on va considérer qu'en tant qu'élu, il y a un sujet sur lequel on doit se positionner pour pas laisser le venin en fait de la séparation et de la division se faire. Ça veut dire qu'on est prêt à revenir là-dessus, sur la loi qui a été votée? C'est pas ce que je dis, moi, mon combat, c'est de revoir ces sujets-là parce que, in concreto, dans ma circonscription, ça pose des problèmes. Bien sûr. Ouais. C'est ce que je vous dis, en fait. Ouais, mon combat, il est là. Est-ce que vraiment on va le faire, sincèrement? Mais attendez, de vous me posez la question. sur une loi qui a été votée dans un mandat précédent. Je recommence. Ouais. Vous me posez la question de ce que je vais faire. Enfin, en tout cas, la question m'a été posée sur le sujet. Ouais. Je vous réponds. Maintenant, est-ce que ça va se faire? J'en sais rien. Parce que si je vous écoutais aussi, parce que j'en sais rien ou ça va pas se faire, je vais pas le faire. Non, j'y vais. Je ne suis pas la seule à m'interroger sur ça. Et je crois que moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous les Français, peu importe leur culte, ne se sentent pas persécutés. Alors, je vais vous poser la question différemment. Est-ce qu'il faut, selon vous, Lova Rinel, revoir cette loi contre le séparatisme? Ce qu'il faut revoir... Enfin, votre question, elle est un peu réductrice. Non, elle est très simple. Non, elle est simple, mais elle est réductrice. Parce que la question, en fait... la question piège, c'est dire non, faut tout arrêter, mais parce que la question aussi qui a été posée au moment de cette loi, c'était la lutte contre le terrorisme. Ouais. Je crois qu'il y a des efforts à faire sur la lutte antiterro, mais qu'il ne faut pas par ailleurs mettre des populations de fidèles, de croyants, de gens qui n'ont absolument rien à voir avec ça, dans le même panier. Donc il faut la revoir, la loi. En tout cas, il faut avoir un discours de pédagogie. Moi, ce que je veux, c'est apaiser et on va dire... dynamiter peut-être des crispations que j'entends, que je vois que j'ai eu moi par ailleurs sur des propos qui d'ailleurs ont commencé à partir de cette loi et peut-être une rupture aussi avec mon parti. Donc je crois que la question c'est de se dire moi en tant que député dans ma circonscription, si je ne suis pas à l'écoute des électeurs que je représente, c'est que je passe à côté du sujet. Mon sujet c'est est-ce que oui ou non, en fait, je vais agir sur la question.
Moi, je vais pas raconter ma vie, mais je suis aussi très proche de cette communauté, parce que mon père, il m'a éduqué, voilà, dans cette religion, et je considère que toutes les personnes, en fait, quand elles se font attaquer, bah, je le suis aussi. Mais ce serait pas, on va dire, responsable en tant que femme politique qui ambitionne d'être députée, de dire attendez, c'est la loi votée par mon parti, c'est bon, il n'y a rien à voir. Je viens de vous dire qu'il y a un problème. Donc moi, si je n'écoute pas ça, je ferai déjà pas mon travail. Donc il faut la revoir. Oui, je pense. Ouais, d'accord. Voilà. Bah oui. Non, mais vous parlez de supprimer tout à l'heure. De ma question simple, finalement, on arrive à une réponse simple aussi. Elle dit revoir, en tout cas. Bah, revoir. Je dis revoir, vous parlez de supprimer tout à l'heure. C'est pour ça que je pense que je n'ai pas ce pouvoir. Par contre, aujourd'hui, je veux amener des arbitrages. J'ai bien compris. Faire en sorte que les choses se passent beaucoup mieux. Tarek Mami. Alors, 2 questions en une, Gigogne. Si vous aviez été élu député lors de l'adoption de cette loi... On parle bien de la loi séparatiste pour le coup, c'est ça? Est-ce que vous l'auriez voté? Merci, Christophe. Je crois que si j'avais été élu député, je suis persuadée qu'elle n'aurait pas été écrite de cette manière. Ah oui. Oui, parce que je crois que je crois que les voix qui se sont levées au sein de la majorité pour défendre une communauté n'ont pas été entendues, ni même. Enfin, moi, j'étais de l'autre côté. Donc, en fait. vous auriez pu influencer l'écriture par M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, porté de ce projet. Je crois que, pas moi personnellement, mais je crois que moi, si j'avais été élu député, j'aurais pu embarquer d'autres élus qui peut-être eux ont été tout seuls pour certains, n'ont pas su se mettre autour de la table. Vous parlez de mon expérience à l'Assemblée nationale. Oui. Quand vous êtes dans une grosse majorité, vous êtes très souvent isolés. Et je crois que l'objectif, moi, dans ma méthode de travail, c'est de ne plus dynamiter les députés qui ont d'autres opinions, c'est de s'unir pour pouvoir discuter sainement avec sa majorité. Je veux dire, y compris ceux qui ne sont pas dans votre majorité présidentielle. Non, vous me parlez de ma majorité tout à l'heure. Oui, donc, oui, mais bien sûr, tout le monde se parle. Je crois que c'est un mensonge. Enfin, faut les voir à la sortie mais pas qu'au bar, même ils se parlent tous. Moi, j'ai pas vu de député qui se faisait la tête ad vitam aeternam. Et ma question du fond, parce que d'où la gigogne, c'est quoi votre définition de la laïcité dans la vie pratique, avec cette histoire de Burkini aujourd'hui qui ressort, avec cette loi séparatisme, avec les fermetures donc des mosquées, parce qu'un type dans une mosquée donc fait un prêche. Donc, quelle bataille, si vous êtes élu, tout le monde ici, pour vous comme pour les autres, espère que vous soyez élu, comment mener cette bataille sur cette conception de laïcité qui aujourd'hui est en train de partir en vrille pour parler comme dans le 93. Alors c'est pas une question gigogne, c'est une question hyper gigogne. Non, elle est gigogne. En fait, c'est la définition. Tourne autour, non pas de la définition, mais de la pratique de la laïcité telle qu'elles apparaissent, notamment dans la bouche des responsables politiques de ce parti Renaissance. Moi, je vais reprendre celle du président de la République, c'est-à-dire que dans l'espace public, la femme, parce que c'est la question de la femme, ça c'est encore l'autre sujet, mais j'y vais directement, elle fait ce qu'elle veut, elle porte le voile, elle porte pas le voile, elle fait ce qu'elle veut, ça ne me regarde pas. Il y a des lois qu'il faut respecter, il n'y a pas d'exception à ce respect des lois. Après, vous parliez tout à l'heure du burkini. Encore une fois, là où c'est interdit, on porte pas, là où c'est autorisé, on porte. Enfin, je vois pas le problème. Le problème, c'est que vous avez un ministre, quand une mairie... Et alors, on parle d'un autre sujet. Ouais, non, mais c'est la même. Moi, j'ai une question. C'est une et encore une fois, non, parce que moi, je vous demande votre définition de la laïcité, parce que je viens de vous la donner. Non, mais les gens font ce qu'ils veulent, en fait. Moi, j'ai la majorité présidentielle. Vous voyez toutes les lois qui interdisent tout, et je vous dis, madame, vous dites respectez la loi. Non, je viens de vous dire. Vous me demandez ma définition. Je viens de dire. Maintenant, et je vous ai dit tout à l'heure que j'étais pas d'accord avec ce qui a été fait, notamment sur le sujet de la laïcité. Je crois qu'il y a eu un durcissement qui stigmatise en fait toute une population. Maintenant, la question est de se dire, pardon, mais je veux dire, le sujet de la pratique musulmane, je ne connais pas un imam qui dit à des femmes d'aller nager en burkini avec d'autres personnes qui n'ont pas par ailleurs le burkini. Moi, Piolle, quand il met ça sur le feu, je n'ai pas du tout la même vision que la France insoumise. La question, j'aurais préféré, et très sincèrement, dans une pratique saine, qu'on travaille sur des heures d'ouverture réservées. Et là, on est plutôt, on est plutôt dans une pratique logique. Mais mélanger tous les sujets avec tout le monde et dire d'un côté, oui, vous êtes... Mais vous pas, parce que le Conseil d'État, sur le principe d'horaires séparés... Je sais bien. Liberté, égalité. Mais ça existe, un sarcelle pour certaines communautés, ça existe. Ça a existé. Oui, ça a existé, cher Christophe. Non, mais ça posait pas de problème. Non, mais
Et quand le problème a atteint les femmes musulmanes, ça a été réglé pour tout le monde Moi, par le haut. encore une fois, je crois encore, et c'est pour répondre à votre question, quand vous avez un ou une députée, et je ne suis pas la seule, à dire qu'il faut revoir ça avec beaucoup plus d'apaisement, c'est moins la laïcité que tout ce qui est derrière. En fait, finalement, qu'est-ce qu'on dit avec ce traitement? C'est que finalement, quand on est musulman, on est un peu terroriste indirectement, donc en fait, quoi que vous fassiez, vous êtes terroriste. Le truc, c'est dissocier les fidèles qui prient, qui n'ont rien à voir avec cette abjection. Et puis, vous avez le conservatisme religieux qui atteint toutes les religions. Vous avez les dérives sectaires qui atteignent toutes les religions. Et vous avez le fait de la radicalisation qui a encore un autre volet qui ne se mélange pas, mais parfois c'est interconnecté. Et c'est pour ça que vous savez très bien que parfois, il y a des personnes qui ont des propos qu'on ne peut pas, à part leur faire une attention particulière. Attention, ce que vous dites, c'est borderline, ça, c'est sur le coup de la liberté d'expression. Et puis après, il y a le passage à l'acte, qui ne sont pas d'ailleurs les mêmes personnes. Donc je crois qu'il faut revoir ça de manière chirurgicale, avec beaucoup de froideur. Ouais, chirurgicale, mais oui, mais parce qu'en fait, le principe de la nuance, c'est de regarder les choses dans leur spécificité et pas de tout amalgamer. Alors, le problème, ce sont les amalgames. Je ferme la gigogne. Oui. Et je pose la question à la femme candidate et pas à la future députée du groupe majoritaire. C'est un peu lié là aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je pose la question à la femme. Vous avez d'un côté ceux qui vendent le discours que les femmes musulmanes sont dans l'enfermement et n'ont pas le droit ni de sortir. Dans la soumission. La soumission, attendez. Vous avez ceux qui se proposent par ce burkini de trouver une petite fenêtre pour qu'elle sorte. Ouais. Et puis, donc, les laïcards leur disent non parce que c'est pas républicain. Et en même temps, puisqu'on est en même temps, les théologiens et les religieux qui disent qu'il ne faut pas se mélanger. Alors, comment aujourd'hui, la femme que vous êtes regarde cette question sur cette liberté non accordée à cette femme musulmane qui cherche sa place dans la République? Et je n'aime pas le mot intégration. Alors, je crois que, pardon, mais en fait, cette liberté, on l'a aussi dans beaucoup de religions. C'est pas une exclusivité musulmane, il faut quand même le rappeler. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir grandi dans 2 religions, musulmane et protestante. Bon, la Team Jesus du côté de ma mère, elle est bien présente et elle nous dit parfois de ne pas mettre des jupes trop courtes ou des t-shirts trop moulants. Bon, est-ce que pour autant ce sont des terreaux? Non. Bon, la question, je vous parlais tout à l'heure de conservatisme religieux, de dérive sectaire et de fait de la radicalisation. Ce n'est absolument pas pareil. Et du passage à l'acte. Parce que ça, c'est encore un autre problème. Donc, juste pour terminer, pour monsieur... parce que moi, j'ai un temps de parole la femme que je suis vous dira tout simplement, en fait, laissez-nous tranquilles. On est assez grande pour faire des choses. L'attention que doit avoir l'élu que je suis aujourd'hui, que j'ai envie d'être, c'est tout simplement de poser les piliers de sécurité pour que toutes les femmes, quel que soit leur culte, puissent vivre tranquillement sans qu'elles aient la pression de tel ou tel... On compte sur vous pour le dire à Darmanin, ça serait bien, à l'Assemblée nationale. Madame Mrinel, pour terminer, pourquoi il faut voter pour vous le 12 juin prochain? Vous venez de l'expliquer, je pense qu'on a passé à... C'est pas moi, vous voulez t'appeler à voter pour moi, je vais te contente. Non, j'exagère. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Je crois tout simplement que je suis sur une circonscription très difficile. On s'est arrêté sur la question de la laïcité. Il y a d'autres problèmes bien sûr. Qui sont tout aussi graves. On parle d'égalité des chances, on parle d'accès aux soins, d'accès à tout, en fait. Ouais. Je crois qu'une élue qui est dans la majorité peut faire bouger les choses, que quelqu'un qui est dehors va passer son temps sur Twitter, a dit que le système ne fonctionne pas. Et pendant 5 ans, vous allez perdre votre temps. Ça fait, plus de 20 ans qu'on a eu la même mandature. Je crois que ça suffit. Et je crois que ce qu'on nous a reproché auprès de la République En Marche et de Renaissance, c'est de ne pas avoir su dynamiter l'assignation à résidence. On le doit aussi au fait qu'on n'a pas eu un élu issu de ce parti politique pour pouvoir le faire. Donc moi, je vous dis, aidez-moi à vous aider. Ça marche. Et puis on pourra y arriver. Merci, il y a au moins une dizaine de dames députées Renaissance ex-En Marche, origine de la diversité. Je sais que Farid n'aime pas ce terme. Et on les a vus pendant 5 ans. On les a vus pendant 5 ans. Vous parlez de ma circonscription, moi je parle de ma circonscription. Non, pas de 93 en général, voilà. Oui, parce qu'en termes de diversité, la 4e de la Seine-Saint-Denis, c'est Marie-Georges Buffet depuis 20 ans. Oui, voilà. Donc je pense qu'en termes de diversité, je parle de la diversité de la majorité présidentielle sortante. Merci le Marinal d'être venu et bonne chance pour le 12 juin. Dans un instant, zapping, quiz et la belle histoire. Merci d'être avec nous en direct avec Farid Tabsamani, avec Tarek Mami, chers amis auditeurs, auditrices, le zapping. Raccourci un petit peu. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce
que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude, sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est pas ça qu'on les reconnaît. Merci d'être avec nous en direct. Alors dans ce zapping, pour commencer, qu'est-ce que j'ai à vous faire écouter, à vous proposer, à vous faire commenter, bien sûr. Alors, vous savez que Mbappé a re-signé à Paris. Il a été de nouveau interrogé, justement, Kylian Mbappé sur RMC Sport, pardon. Et on a tenté de savoir si Emmanuel Macron, le président de la République, avait influencé son choix. Voici la réponse de Kylian Mbappé. Vous parliez souvent de la France durant votre conférence de presse. Là encore, on sait que le président de la République, il ne s'en est jamais caché. Il a toujours dit qu'il aimerait que vous restiez en France, etc. Est-ce qu'à un moment donné, ça a joué, selon vous? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dit aussi, il y a quelque chose qui est en train de m'échapper, là? Non, bien sûr qu'on a échangé. On a échangé, c'était des bons conseils. Voilà, il m'a donné des conseils, on a souvent échangé, mais bien sûr que voilà, aujourd'hui, quand tu es une figure nationale comme ça, tu as des droits, mais tu as des devoirs aussi. Et à ce moment-là, il faut pas reculer. J'ai toujours voulu avoir des responsabilités. C'est pas maintenant que j'en ai que je vais me défiler. Donc il faut assumer tout ce qu'on est, le joueur et l'homme. Donc c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Vous l'avez prévenu de votre choix? Oui, je l'ai prévenu. Qu'est-ce qu'il vous a dit en quelques mots? Il était content, il m'a dit qu'il était très content, que c'était une très bonne nouvelle pour le pays et que c'était quelque chose de très bien. Le coup de fil du président, il a compté finalement? Non, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un. Mais non, bien sûr, c'est un paramètre parmi d'autres. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je fais pas ma décision parce qu'il me dit de rester. Mais bien sûr que c'est un paramètre parmi les autres. Un paramètre parmi les autres, donc Emmanuel Macron qui essaie de retenir Kylian Mbappé. Notez ça, dans quelques années, il sera futur ministre des Sports. Ah oui? Pas de Macron. Non, c'est trop juste pour Macron, mais il sera ministre des Sports. Oui, bon. La France, de côté-là, est vraiment reconnaissante. On peut dire un truc quand même sur Mbappé. Moi, quand je l'entends, je sens quand même une grande maturité du personnage. C'est vrai, 23 ans, rappelons-le. Franchement, objectivement parlant, moi qui connais un peu le monde du football, à cet âge-là, ça change de Ribéry. Oui, il a des parents installés, c'est ce qu'on appelle entre nous le capital culturel. Oui, exactement. Alors moi, je ne recracherai jamais sur Ribéry quand on connaît véritablement son histoire. Non, mais je ne parle pas de Ribéry. Non, mais c'est moi qui ai parlé de Ribéry. C'est Christophe là qui tacle Ribéry. Oui. Mais moi, je me contente donc du capital culturel acquis. Non, mais c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple. Moi, je trouve qu'en parlant, il est très mature. Il sait exactement où est-ce qu'il est. Alors, il est certainement conseillé, mais en tout cas, objectivement parlant, il se défile pas. En tout cas, Emmanuel Macron, qui est supporter de Marseille, d'aider au PSG à maintenir, à garder un grand joueur, je trouve ça bien. Ouais. Voilà, bon joueur. C'est l'intérêt suprême du pays. Bah, évidemment. Oui. Et puis, lui, il a l'avantage, par ses parents et par sa trajectoire personnelle, d'être dans la double culture aussi, qui permet, donc il a la maîtrise de cette culture française. Et, la triple culture. Camerounaise, algérienne. Et je parle de l'autre côté pour comprendre la mentalité des Qataris et tout ça, qui, on peut reprocher beaucoup de choses aux Qataris, sauf qu'ils n'ont pas les souvenirs courts. Vous vous souvenez, Christophe, quand on avait abordé signera-t-il ou pas, il y a en septembre, si je ne dis pas de bêtises, et moi je vous avais dit que les Qataris arriveraient à le faire signer. Parce que, et comme moi j'ai eu dans ma vie quelques voyages, où quand je me rends dans ces pays-là, le rapport a priori, c'est qu'ils vous reçoivent comme citoyens français, et à certains moments, une espèce de déclic, où vous avez, dans la haute classe politique de tous ces pays, un traitement, j'allais dire, spécifique supérieur. Parce que vous avez cette double appartenance et qu'il y a le côté affect qui vient s'ajouter au côté travail. Et je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Alors, pour zapping, je disais un petit peu à courter, je voulais quand même faire écouter le gros coup de gueule de Patrick Pelou sur les urgences. Il nous dit, attention, danger, quand il y en aura un mort, il ne faudra pas venir en s'en prendre aux soignants, mais plutôt à l'État. J'ai l'impression de rajeunir parce que tout ce qu'on est en train de dire, quand il y a eu la canicule de 2003, où j'avais alerté, j'entendais le même discours. Ça a été la même chose. Bon. Là, si vous voulez, on est au mois de mai, on est dans une crise absolument majeure.
Et si rien n'est fait, le désengagement, le désenchantement par rapport à la chose publique, à l'engagement public, sera irrémédiable. Et c'est là où il y a une question politique. Or, le politique, ils en ont, je vous le dis comme je le crois, ils en ont rien à foutre. Dans le débat télévisé du deuxième tour, ça a pris 1 minute. Donc, ils s'en fichent. Ils nous regardent crever, ils en ont rien à foutre. Bon, le problème qu'il y a, lorsqu'il va y avoir le premier mort qui va arriver devant une structure d'urgence fermée, où il y aura eu un retard de prise en charge sur un infarctus ou un accident vasculaire cérébral en France, alors que dans la loi, il est marqué que chaque Français doit avoir accès aux soins d'urgence en moins de 30 minutes, vous verrez le scandale. Ce ne sera pas aux médecins et au personnel hospitalier de payer devant la justice. Le coup de gueule donc de Patrick Pelloux concernant évidemment la fermeture des urgences. Dans un instant, la belle histoire et le quiz à suivre. Le grand forum sur France Maghreb 2 et on va laisser la parole maintenant à la belle histoire qui va essayer de nous faire le résumé de cette émission avant le quiz si on a le temps. La belle histoire, une chronique un peu particulière qui va mélanger émission d'aujourd'hui mais aussi une journée type sur France Maghreb 2. C'est ce que tu souhaites nous proposer pour cette dernière chronique avant un départ qui sera, je l'espère, très court et tu reviendras très vite, évidemment, chez toi, ici, dans le Grand Forum. Merci beaucoup. Alors, bam. Alors, la chronique, aujourd'hui, s'appelle Sur le pont d'Ascension, une journée sur France Maghreb 2. Et oui, mademoiselle, madame, monsieur, à l'Ascension, nous sommes sur le pont. Sur le pont d'Ascension, on y danse, sur le pont d'Ascension, on y danse à mort quand la Chine s'inquiète des déclarations belliqueuses de Joe Biden sur une éventuelle intervention à Taïwan, convoitée par les Chinois. S'il y a bien une guerre à déclarer, c'est bien M. Biden de déclarer la guerre au lobby des armes ayant mis à terre 19 gamins et 2 enseignantes. Soit dit en passant, le mari d'une de ces enseignantes est mort de chagrin. Vous voyez, M. Biden, c'est cette guerre qu'il faut déclarer. Je convoque le droit international et maître Hassen Boukhalifa, avocat au barreau de Marseille, dans l'émission Bonjour Maître. Bonjour Maître, nous sommes le lundi et c'est Bonjour Maître avec monsieur Maître Hassen Boukhalifa. Hassen Boukhalifa, bonjour. Oui, bonjour, c'est Christophe. Je suis Hassen Boukhalifa, avocat au barreau de mes fenêtres, papa d'une jeune fille qui est en SECPA Cinéma. Et c'est un succès. Et je vais vous parler du président Biden à la Maison Blanche d'Orpea. Plus veille et pas de mondial. J'ai 20 minutes pour vous dire que là-bas, Made in Taiwan, c'est de la dynamite. Nucléaire, lol. Je m'estime heureux d'être hors de Chine et des États-Unis à la NRA, le lobby des armes, mais je suis malheureux de faire partie de la 6e puissance mondiale. Manque plus que 2 pour sortir du G8. Au fond, retournons en Afrique et soyons, nous, la diaspora, un levier de croissance XXL. Quittons la géopolitique pour la politique tout court. Je vous présente une énième fois dans ma chronique le cas de la NUPES, de la NUPS ou de la DUPS, enfin on ne sait même plus comment ça s'appelle, même si dans l'absolu je ne suis dupe de rien, ni jupe écossaise en démonstration, car ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Comme dirait Cyril, pour faire un plat bien gourmand, bien croquant, eh bien, on va faire ce qu'il faut. Il vous faut un four de marque Olivier Faure. Prenez un panier à salade, mettez-y de la mâche fleurie mélanchon, de la sauce guacamole boyau, hautaine de clémentine, des graines de panneau et de l'huile de ricin. Et vous aurez une mélanchonade avec une petite noisette de beurre. Et bel appétit, bien sûr. Mais nous avons reçu aujourd'hui la candidate Levarinel aux législatives de la 4e Non, c'est dur, pardon. Non, c'est pas sympa. C'est pas sympa du tout. Levarinel candidate aux législatives dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. Pour savoir si elle a des chances, faisons appel à la voyance avec le professeur émérite, le professeur Giloufi et l'âge Morjan. En convoquant Medjaï. Salam alaikum à tous et bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2 pour l'émission. Pour l'émission Voyance avec le professeur Giloufi et l'âge Morjan. Téléphonez au 01 40 33 9000. Bonjour et salam alaikum professeur.
Salam alaikum wa rahmatullah. Arrête, Christophe. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azul Fla. Je suis médium et consultant pour mon cabinet. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez au 01 40 33 9000. Et je voudrais avoir un auditeur ou une auditrice au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, professeur. Je suis Levarinel. Je suis candidat de la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. Et je voudrais savoir, en gros, si j'ai les chances de remporter par rapport à Marie-Georges Buffet. Vous savez, la commode en face, l'Assemblée nationale. Salam alaikum. Vous avez une date de naissance? Non, monsieur Giloufi, ça se dit pas à l'antenne. Eh bien, c'est pas grave, je vais essayer de trouver une solution. Donne-moi quelques instants pour réfléchir. Alors, on va reprendre l'antenne. Je crois le voir que vous avez... Je ressens... D'abord, vous avez un nom qui est assez compliqué. Rajawa Rinelina. J'ai essayé de le dire, je me suis entraîné. Je crois que vous avez de bonnes choses de déplacer le buffet de l'autre côté de la cuisine parlementaire. Mais vous aurez de grands concurrents. Hein. Il y a quand même beaucoup de candidats, une douzaine de candidatures. Mais bon, si vous voulez que je vous fasse un bon gris-gris, appelez-moi en privé. On va enlever ça, Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur. Et comme vous le savez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez-en sûrs, on ne vous oubliera jamais. Maman de deux jeunes enfants, Rajawa Ridenina, Lovarinel, franco-malgache et chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique, est une parachutée, certes, mais avec un bel ancrage local par le biais d'un suppléant élu à Blanc-Ménil. Tête très bien faite et connaissant largement le palais Bourbon-Vanille de Madagascar, une future députée accessible, ancrée au réel, dont la voix portante de conviction pour avoir une France présidente. Je salue l'initiative de Farid Temsamani, car si vous ne le savez pas, chers auditeurs, vous n'avez pas l'image forcément, Farid, comment le décrire? C'est le loup de Wall Street dans la morphologie de Moundir de Koh-Lanta. Lovarinel, vous l'avez constaté, a des positions tranchées et a le cran, jeu de mots, de ne pas faire dans la nuance. C'est ça le parler vrai, le parler juste. Improbable sur France Maghreb 2, une question importante dans le cadre de Parler Islam a été posée au professeur émérite, le professeur le professeur Samir Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ici le professeur Samir Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Vous pouvez téléphoner à n'importe quel moment, 01 40 33 9000, et nous allons vous recevoir dans quelques instants. Tout de suite, on va prendre le premier auditeur. Allô? Toujours, il y a des problèmes de son. Allô? Oui, salam alaikum, cher. Oui, Fadal Khoya, ta question? Eh bien, j'ai vraiment une question très importante, cher. J'ai une femme. Je me suis marié avec elle. Et si je suis marié avec elle, est-ce que j'ai le droit de la ramener à la maison? C'est vrai qu'on a eu ça tout à l'heure. On a eu tout à l'heure ça en plus au téléphone. Oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est une question parfaitement intelligente. C'est très important de ramener sa femme à la maison quand on est marié avec elle. Sinon, comment ça se passe, hein? Donc, c'est une question qui mérite quand même une petite forme d'intelligence. Bon, c'est pas grave. Vous ramenez vous vous mariez avec elle, vous signez les papiers à la mairie, et puis vous rentrez avec elle et vous passez une excellente soirée. Donc, c'est tout à fait normal. Salam alaikum wa rahmatullah. Enfin, pour finir, parce que c'est vrai que malgré les quelques questions improbables, France Maghreb 2 est une très bonne radio. Zappons pour le zapping avec la discussion Mbappé-Macron. Cela prouve que la diplomatie fonctionne. La renaissance de la Ligue 1 passe par Mbappé, ce dernier ayant une belle âme et de belles valeurs. Je voudrais avant tout conclure cette chronique, qui est la dernière pour moi avant une longue période, en vous remerciant de votre fidélité et en interrogeant une dernière fois un dernier, on va dire, grand ami de France Maghreb 2, il s'agit d'Alexis Dorian, pour savoir à quel moment je vais revenir. Ah oui. Alors, on va tout de suite prendre un auditeur au téléphone. Allô?
Oui, je suis Sophia, je vends un appartement à Oran. Non, je plaisante. Et en fait, j'ai une question. Je voudrais savoir quand est-ce que La Belle Histoire va revenir. Ben écoutez, je vais regarder ça. Alors, votre date de naissance, 16 août 1936. Alors, je regarde. Alors, je vois effectivement que Monsieur La Belle Histoire ne va pas revenir très 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 vite parce qu'il a besoin de travailler. Mais il va revenir très très bientôt et il va remercier l'ensemble des auditeurs et des auditrices très très fidèles au rendez-vous du Grand Forum. À partir de lundi, ce seront d'autres chroniqueurs qui vont se succéder. Et franchement, j'ai passé 15 jours super avec vous et je vous dis à très 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 vite. Merci La Belle Histoire. Bravo, bravo. Merci beaucoup pour cette belle chronique. Voilà, sur France Maghreb 2. Encore merci à Lovarinel et bonne chance. Merci à Tarek Mami et à Farid Temsamani. Et rendez-vous lundi, les enfants, à partir de 16h, évidemment. Bon week-end ou bonne poursuite de week-end pour ceux qui y sont depuis hier. Mercredi soir, plus exactement, parce que